c'est la pub sur RMC. En attendant, lâchez vos commentaires dans le chat. Kersin. Bonsoir à tous, ça y est, on attaque la dernière ligne droite de l'after. Avec coup du marteau évidemment, le tube ici en Côte d'Ivoire comme tous les soirs. Bienvenue également aux auditeurs du podcast épisode 23 de cette Coupe d'Afrique des Nations ici à Abidjan. Et ce soir, on est avec notre consultant le plus dur sur l'homme, parce que t'es le seul défenseur, Sébastien Bassong. Salut. Salut. Ça va, tout va bien? Ça va, non, va et toi? Mika Poté, Robert Malm, ouais. Toi t'étais là pour mettre des taquets. Non, c'est pas vrai, j'étais un défenseur très technique. Ça aurait été l'homme du QI football également, pour ton podcast. Merci. Je préfère cette dénomination, mais non, mais dur sur l'homme de temps en temps, ça fait du bien. Ouais, ça fait du bien. Avec nous aussi, l'encyclopédie du foot africain, vainqueur de tous les quiz haut la main, toutes les compos des finales gravées dans sa mémoire. Henri Akodo, journaliste New World TV. Salut Henri. Salut Aurélien. Tout va bien? Plateau. Je vais bien. Bon, magnifique. Et puis un invité de marque avec nous ce soir dans l'After CAN, le plus jeune entraîneur français du monde en première division, tout simplement. Alexandre Lafitte. Salut. Salut. Toi, tout va bien? Ça va cette étiquette te va bien ou c'est un peu lourd à porter parfois? Non. Après, ça c'est un truc de journaliste. Moi. À 26 ans, Alexandre, quand même. Ouais, non, c'est vrai que ça fait. T'as l'âge de Kylian Mbappé quasiment. Tout à fait. Bon, on va parler de ta carrière entraîneur du Stade d'Abidjan en D1 ivoirienne, des relations que tu peux avoir avec tes joueurs évidemment, hein, dont certains ont 10 ans de plus que toi, du foot ivoirien. Au programme, les projections sur les demi-finales, notamment Côte d'Ivoire, République démocratique du Congo, analyse aussi de cette Coupe d'Afrique des Nations 2024 avant cette dernière ligne droite. Est-ce que c'est vraiment la plus belle? Est-ce que c'est vraiment la plus folle? Et puis, pour nos amis algériens qui arrivent encore à écouter l'After CAN, merci à vous déjà. On fera le point sur la situation des Fennecs. Où en est Jamel Belmadi après l'élimination au premier tour? L'After CAN numéro 23, c'est maintenant sur RMC. Avec Total Energy, vibrons ensemble sur RMC, au rythme de la Total Energy CAF Coupe d'Afrique des Nations, Côte d'Ivoire 2023. RMC, l'After CAN en direct d'Abidjan. Et on est ensemble jusqu'à 2h30 du matin, encore 1h30 d'After Coupe d'Afrique des Nations, épisode 23, on l'avait dit. Et avant de parler de tout ça, on va partir direction Conakry, en Guinée, où il y avait la fête aujourd'hui. Bon, le retour des joueurs, le retour du Sili national après son quart de finale historique dans cette CAN, puisque la Guinée de Kaba Diawara a enfin gagné un match à élimination directe. C'est la première fois de son histoire. Ils l'ont gagné en 8e de finale contre la Guinée équatoriale. Et on est avec Makadji, un des membres du staff guinéen qui est avec nous en direct de Conakry. Salut Makadji. Salut Aurélien, salut à vos auditeurs et salut à tous qui sont en studio. Bon, tout va bien Makadji, t'as passé une belle journée là, comment ça s'est passé? Très mouvementé, très mouvementé. Vous en avez parlé tout à l'heure. On est arrivé, on a été accueillis par le peuple. On a mis sur une distance, disons de 15 km, on a mis 4 heures de l'aéroport c'est pas mal. Au Palais Mohamed V, où en fait il fallait ramener le drapeau, parce que c'était un vœu du président de la République. Lors de la dernière CAN, on était parti avec le drapeau, mais vous savez qu'il y a un délai imposé par la FIFA. Il faut que les clubs retournent au plus tard 48 heures, les joueurs retournent dans leur club au plus tard 48 heures après le match. Et là, comme on était à 1 heure et demie de vol d'oiseau, donc on est venu, on a restitué le drapeau, mais voilà, grosse ambiance à Conakry ce soir. Bah, comment s'est passée la fête justement? Vous êtes reçu par le président de la République, j'imagine, au milieu des supporters. Qu'est-ce qui se passe? En fait, c'est qu'on vient pour ça, pour ramener le drapeau, mais il faut savoir que nous, on a un peuple qui est red dingue de son équipe nationale, parce que certains pourraient croire que c'est minimaliste pour un pays comme la Guinée de célébrer un quart de finale, mais en fait, les supporters, ils ont vu une équipe qui s'est battue, ils ont vu des joueurs qui se sont battus sur le terrain, et surtout qui ont réussi à vaincre ce style indien. Et il y a une passion folle entre les supporters et leur équipe nationale, et ça va des deux extrémités en fait. C'est-à-dire que quand ça va pas bien, vraiment, voilà, c'est la catastrophe. Ouais. Il peut y avoir des jets de projectiles, et quand ça va bien et qu'ils ont vécu des moments de bonheur, comme ce fut le cas quand même pendant cette Coupe d'Afrique des Nations, parce que je crois que on a fait un parcours plutôt correct, qui respecte aussi une certaine logique de progression par rapport à la dernière CAN où on est sorti en 8e et là on sort en quart de finale.
Donc voilà, je pense que on a senti beaucoup d'amour aujourd'hui, beaucoup de soutien. Je parlais avec un joueur comme Abdoulaye Touré qui me disait qu'il avait des frissons, il n'avait jamais vécu ça. Pourtant, il a grandi à Nantes, il a joué à Nantes. Donc c'est quelque chose qui est assez spécial. Vous voyez du bonheur dans le regard des gens. Et ils ont accompagné le public en scandant des noms de Momo Bayo, des joueurs qui se sont plutôt montrés durant cette Coupe d'Afrique des Nations. Donc franchement, c'était très bien. Et Makadji, justement, Kaba Diawara, Mohamed Bayo, Naby Keita, ces joueurs-là, comment ils ont digéré cette défaite? Il y a eu des larmes de joie pour Kaba, des larmes certainement de déception après la défaite en quart de finale. On est déjà dans le futur, la CAN 2025, la qualif, pourquoi pas, à la Coupe du Monde 2026? Franchement, déjà sur le match, il y a beaucoup de frustration parce qu'on perd le match sur des erreurs individuelles. La RDC, ils mettent 2 buts sur phase arrêtée et un autre but sur un contre. Et juste avant, on a la balle du 2-1. Donc c'est beaucoup de frustration parce que honnêtement l'équipe avait à cœur de franchir ce cap-là et d'intégrer le dernier carré. Maintenant c'est fait et aujourd'hui il faut progresser. Il y a beaucoup de jeunes joueurs, il y en a pas mal. Il y avait 11 joueurs qui découvraient la Coupe d'Afrique des Nations cette année et je pense qu'ils ont pris de la graine et aujourd'hui on est sur un projet de reconstruction avec Kaba Diawara. Là c'était à mi-parcours parce qu'il a un contrat de 4 ans. Là il a fait 2 ans. Oui, il reste en place, tu nous le confirmes. C'est ça, ouais, je vous le confirme. Il a respecté le tour de passage parce que l'année dernière, c'était 8e. Et là, ça fait quart. Donc, l'objectif, clairement, c'est déjà accrocher une place à la prochaine Coupe du Monde et bien sûr revenir à la CAN au Maroc qui revient très vite dans 1 an et demi et essayer de faire plus que ce qui a été fait cette année. Attends, justement, la qualif pour la Coupe du Monde 2026, la Guinée dans le groupe G, pour l'instant 3e après 2 journées, victoire contre l'Ouganda, défaite contre le Botswana. C'est le groupe où il y a l'Algérie également. Mais l'objectif, c'est de terminer 2e derrière l'Algérie ou peut-être même aller gêner les Fennecs? Honnêtement, l'idée, c'est de finir premier parce que c'est ce qui aménagerait quand même un parcours tranquille. Parce que s'il faut finir parmi les meilleurs deuxièmes et de faire un barrage, ça va être très très long. Et on sait que l'Algérie est quasi favorite de ce groupe, mais on a vu que aujourd'hui les niveaux se resserrent. Il y a un nivellement quand même de niveau sur le continent, avec du cœur, avec beaucoup de motivation et d'impact. C'est possible d'aller chercher cette première place. Alors on est distancé aujourd'hui puisque l'Algérie a 3 points de plus que nous. D'ailleurs, ça tombe bien puisqu'au mois de juin, on a un déplacement du côté de l'Algérie. Mais à la 8e journée, on reçoit l'Algérie à Conakry. Et c'est pour ça qu'il serait important parce que vous savez sans doute que nous, on ne joue pas nos matchs à domicile. Et ça, c'est quand même pénalisant. On a fait la campagne de qualif pour la CAN en ne jouant qu'un seul match sur 3 possibles à Conakry. Et là, pour la Coupe du Monde, c'est simplement pas possible. Ça, c'est une condition qui, pour moi, est essentielle à l'atteinte de cet objectif-là. Il faut qu'au mois de juin, qu'on puisse déjà jouer à Conakry et qu'on joue tous nos matchs à domicile ici à Conakry. L'Ouganda, on a été obligé de les recevoir du côté de d'Oujda au Maroc. Ouais. On a gagné 1-0. Mais je pense que si on joue nos matchs à Conakry avec la génération de joueurs qu'il y a aujourd'hui, Ibrahima Diakité, des jeunes joueurs qui s'affirment au sein de cette sélection, Moriba Koroma, Momo Bayo, Serou Girassi, pour moi, en fait, il y a une place à aller prendre. Et je pense que les 9 places et demie qu'il y a en Afrique, si c'est une opportunité de fou pour un pays comme la Guinée. Bon, Sébastien, on entend Makadji qui jamais qualifié. Et oui, ça serait une première pour la qualif en Coupe du Monde 2026. Justement, il y aura beaucoup plus de place pour l'Afrique. Sébastien, est-ce que tu penses qu'un pays comme la Guinée, avec ce qu'ils nous ont montré, a les armes pour progresser sur le continent africain là? Moi, je pense que toutes les équipes aujourd'hui, elles ont les armes pour progresser et pour avoir leur place pour la Coupe du Monde. Aujourd'hui, ce sentiment d'infériorité ou ce complexe que certaines équipes pouvaient avoir par le passé, je pense que encore plus à travers de cette CAN, ça nous montre qu'il n'a pas lieu d'être. C'est plus psychologique qu'autre chose. Mais aujourd'hui, la Guinée, en plus, comme ils ont célébré, ça leur a donné encore plus envie. Et on dit que l'appétit vient en mangeant. Donc, à partir du moment où tu as vu que ça fonctionnait, il n'y a aucune raison pour eux ou pour une autre équipe de ne pas voir grand. Il faut voir grand. Et c'est même pas grand, c'est juste normal au vu des prestations qu'ils ont eues et des joueurs qu'ils ont. Bon, merci beaucoup Makadji. On va te laisser retourner à la fête. Comment ça va se passer ce soir? Tu as encore des choses de prévues là? Là, c'est le départ des joueurs, parce qu'on a quitté chez le président, on a rendu le drapeau, c'était très bien, dans une très bonne ambiance. Et là, c'est le départ, parce que tout le monde doit partir quasiment ce soir. Bon, moi, avec le staff, on a le débrief à faire, parce que quand même, faut rendre compte. Il faut faire un rapport, il faut analyser ce qui a fonctionné ou pas.
et essayer de parfaire tout ça pour rapidement rebondir parce que les échéances arrivent très vite. Bon, merci Makadji, en tout cas ça a été super agréable de bosser avec vous, avec l'équipe de Guinée, quart de finaliste de cette Coupe d'Afrique des Nations 2023. Bonne soirée Makadji, à bientôt sur Merci RMC. Aurélien, au revoir, Salut. bonne émission. Et on va se projeter tout de suite sur les demi-finales, et oui déjà demi-finales de cette Coupe d'Afrique des Nations. On va commencer évidemment avec celle peut-être qui nous intéresse le plus dans le monde francophone, Henri Akodo, République démocratique du Congo, Côte d'Ivoire. Déjà au lendemain de cette victoire plus que miraculeuse de la Côte d'Ivoire, comment tu t'es réveillé ce matin? Est-ce que tu dis les Ivoiriens méritent leur place dans le dernier carré? Résilience, détermination, abnégation. La Côte d'Ivoire est en train de nous donner une leçon de vie dans cette compétition, scénario rocambolesque, face à cette formation malienne qui avait pourtant le match en main, qui avait pourtant une supériorité, une maturité technique sur le terrain et une supériorité numérique également, mais ils sont passés à travers parce qu'il y avait en face une Côte d'Ivoire qui n'abdique jamais, déterminée, gonflée à bloc. Une Côte d'Ivoire également qui a un entraîneur, un sélectionneur très, très ingénieux sur le banc. Parce qu'après, on pourra saluer le caractère, le mental de cette formation ivoirienne. Malgré la composition de départ qui était peut-être moins bonne que celle d'avant. Ah oui, clairement, parce qu'il voulait jouer sur la fraîcheur. Il voulait impulser un nouveau rythme à cette équipe parce que après 4 matchs, ça peut peser dans les jambes et la compo de départ pourrait être remise en cause. Mais après, il s'est racheté, il s'est ravisé. Ils ne sont pas nombreux, ces entraîneurs, qui sont capables d'avoir cette lucidité nécessaire de lire le jeu et de pouvoir trouver des solutions aux difficultés de leurs équipes. Parce que après le carton rouge malien, après le carton rouge ivoirien bien évidemment, et la chance d'Odilon Kosonou, moi je m'attendais à une équipe malienne qui prenait le dessus à 11 contre 11, qui pouvait être plus impactant dans le jeu. Le complexe d'infériorité malien, clairement. il est là. Mais là, on a retrouvé une formation ivoirienne. Il est passé d'un 4-3-3 à un 3-4-1, si je ne dis pas de bêtises. Il manque un joueur, mais un 3-5-1. Ah, ok, voilà, là c'est bon. Avec Ghislain Kona côté gauche, piston gauche, et il s'appelle comment, Mas Gradel, piston droit. Et tu constates qu'ils isolent les Maliens sur les côtés, ils resserrent à l'intérieur. Et les Maliens ont eu beaucoup de difficultés à pouvoir trouver les espaces et à pouvoir passer par l'intérieur. Et à la fin, c'est une victoire exceptionnelle. Ça, on pourra me dire, il y a une sorte de coup de main pour les Ivoiriens. Une main invisible qui vient du ciel. Et grâce à Dieu. Ouais. Mais ce n'est pas de la magie parce qu'il y a eu du coaching derrière. Et cette équipe ivoirienne, je pense qu'elle est une très bonne lancée, mais après, face à la RDC, ce sera une autre paire de manches. Oui, c'est clair. Sébastien, toi, comment tu l'as vécu ce match ivoirien? On est déçu dans le jeu, forcément, mais à la fin, ils s'en sortent, on ne sait toujours pas comment. Ouais. Ils s'en sortent, on ne sait pas comment. Bah si, moi, je sais comment ils s'en sortent. Au final, Mers Faé, il est arrivé, ce qu'il a pu faire, il a pris ses responsabilités. Vous savez, quand tu es Mers Faé, tu n'as pas grand-chose à perdre, au final. Autant imposer tes idées, et tu dis, si ça doit durer un match, ça dure un match, ça doit durer 2. Donc aujourd'hui, ce qu'ils ont fait, je pense que c'est plus pour moi, les Ivoiriens, ils ont fait preuve de résilience. C'est vrai, il y a l'engouement, il y a le fait qu'ils étaient enterrés, on va dire, ils sont ressuscités après 3 jours. Tout ça, ça joue énormément. Mais maintenant, oui, dans le jeu, il n'y a pas grand-chose. Mais moi, je ne demande pas ce qui joue bien. Les Ivoiriens, tu peux gagner, tu sens bien jouer. Ce qu'on va retenir, c'est la victoire. Maintenant, quand ils ont été à 10, pour moi, le Mali n'avait pas les armes pour déstabiliser une équipe renforcée derrière. Ce qu'Emer Faé a bien fait, oui, il est passé à 3 derrière pour mettre plus de monde dans l'axe. Les Maliens n'avaient pas trop de taille, ils essayaient de centrer. C'était beaucoup plus facile à défendre. Quand on joue à 10 contre 11, c'est pas toujours c'est un avantage numérique, mais si tu n'as pas vraiment les qualités pour déstabiliser ce genre d'équipe, le seul moment où ils l'ont bien fait, c'est quand ils ont tiré de loin, parce qu'ils n'arrivaient pas à faire des combinaisons à rentrer dans la surface, parce que c'était compact, ils n'avaient pas les qualités pour ça. Ils ont tiré de loin, et c'est ce qu'il faut faire contre une défense renforcée. Ça a fonctionné. Mais à partir de là, je pense qu'ils ont juste... Après, les Maliens, ils se sont effondrés. Pour moi, le Mali n'a juste pas joué à son niveau. Ouais. La Côte d'Ivoire a profité, force mentale. Les gens, aujourd'hui, on oublie vite. On parlait de la Côte d'Ivoire comme une équipe qui n'a pas de force mentale. Aujourd'hui, parce qu'ils c'est leur force principale aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est devenu leur force principale. Le football, ça va très très vite. Est-ce que c'est réellement leur force principale? Non, pour moi, je pense qu'ils jouent
ils sont dans l'énergie. C'est une certaine énergie qui fait que, bah oui, on surfe sur la vague et on n'a rien à perdre. Mais la force mentale, elle est aidée, pour moi, par l'incapacité de l'équipe adverse à vraiment analyser les points faibles et à tuer quand il faut tuer. Le Mali n'a pas été tueur. Donc aujourd'hui, on va parler de la Côte d'Ivoire, il faut remettre les choses dans leur contexte. C'est bien pour la compétition et c'est bien pour eux. Ce qu'ils font, pour moi, c'est extraordinaire. Ce qu'ils font en tant que joueur, quand tu fais partie de l'équipe, c'est extraordinaire. Maintenant, dans notre analyse, nous qui sommes de l'extérieur, je pense qu'il faut avoir un peu plus de recul parce que je ne sais pas. Ma seule question, c'est vous avez toujours été dans la réaction. Ah oui, à quel moment vous allez pouvoir être dans l'action? Parce que ce n'est pas toutes les équipes qui vont vous laisser vivre en étant dans la réaction. Ouais, clairement. Allez, Alexandre, justement, toi qui es coach, comment tu as analysé les choix d'Emer Sfaé au début du match et sa réaction quand tu as un joueur en moins? Ouais, sa réaction était plutôt intéressante parce comme il a expliqué, il a voulu densifier l'axe, ils ont reculé. Mais d'un côté, on avait l'impression que cette équipe, elle était entre deux, dans le sens elle ne savait pas si elle devait se découvrir ou si elle devait plutôt attendre. Et comme il a dit, à partir du moment où les Maliens ils ont réussi à trouver la faille en frappant de loin, parce que c'était la seule solution, bizarrement, c'est là où il y a eu un électrochoc. Et c'est là où la Côte d'Ivoire, il y a eu des joueurs un peu plus hauts, ils ont réussi à se projeter en ombre. Et derrière, c'est là où ils créent plus d'opportunités, malgré qu'ils soient à 10 contre 11. Et je trouve que le tournant, pour moi, comme on dit, c'est une équipe de réaction actuellement, de par le contexte, la situation. Et ce but malien, pour moi, il a réveillé, il a créé un électrochoc, dans le sens, on n'a vraiment plus rien à perdre. Et donc après, lors des prolongations, on s'est retrouvé dans un match un peu dans la même sorte qu'on a eu juste avant le but malien. C'est-à-dire qu'on avait l'impression qu'on était encore en temps d'hésitation. Et puis après, avec les changements qu'il y a eu, et l'apport mais ça vous suffit ça, messieurs, là, justement, pour aller au bout? Personnellement, moi, si tu me demandes, je ne pense pas que ça peut durer jusqu'au bout comme ça. Parce que une bonne équipe, comme on va dire la RDC ou n'importe quel autre pays, ils regardent les matchs, ils savent identifier. Et le problème que je vais avoir avec cette équipe de la Côte d'Ivoire, c'est que quand tu es dans la réaction, ça c'est psychologique. Ça veut dire que là, ils ont commencé le match avec toutes les attentes qu'il y avait. Ils n'ont pas réussi ils n'ont pas aligné 2-3 passes d'affilée. À 10, ils ont mieux gardé le ballon qu'à 11. Parce que, comme il l'a dit, à partir du moment où tu sais que tu es dos au mur, tu as un truc psychologiquement qui te fait dire, tu sais quoi, j'ai pas le choix, donc je vais devoir élever mon niveau. Même physiquement, dans les courses, tu dois... Et c'est là où moi, je me dis, à un moment donné, comme on dit, ça va te caler au cou. Je ne peux pas continuer tout le temps comme ça. Mais j'ai apprécié parce qu'à l'air, il est rentré quand il a fait les changements à la mi-temps. Il rentre à l'air parce qu'il faut plus de taille devant. Il faut pouvoir garder le ballon. Ils vont jouer long, ils vont sortir. Lui, il peut la garder et faire remonter. Là, il a apporté là. Là, enfin, il a apporté. Non, il a apporté. Là où ça a été bon, c'est qu'ils savaient qu'ils n'étaient pas bons techniquement. Ils ont joué sur les coups de pied arrêtés. Les seules occasions, c'était les coups de pied arrêtés. Et c'est normal quand tu es à 10. C'est que tu vas mettre beaucoup d'intensité sur avoir ton grand joueur devant. Il la garde, on va faire une faute sur lui parce qu'il est chiant. Et là, tu fais monter tes grands. Et c'est là où ils ont repris confiance en se disant que tu sais quoi, on n'arrive pas trop à jouer. On n'arrive pas. Mais par contre, sur les coups de pied arrêtés, on peut vous mettre en danger. Et là, les Maliens, pour moi, ils ont été faibles. Ouais, c'est clair. Faibles ça veut dire qu'ils ont laissé la Côte d'Ivoire revenir dans le match en disant, tu sais quoi, on va vous en mettre un ou deux, c'était sûr. Et une fois qu'ils ont égalisé avec le public, et tu vois les Maliens qui jouent... En fait, le problème des Maliens, pour moi, hier, ils n'avaient pas de sens d'urgence. Ils ne jouaient pas dans l'urgence. Les Ivoiriens, quand ils ont marqué, avant le but et à peu près, ils ont eu ce sens d'urgence. Il faut aller jusqu'au boutiste. Les Maliens, c'était un peu trop nice, trop propre. Ça jouait vers l'arrière, etc. Tu laisses le temps à 10 joueurs, avec un public comme ça, le temps de se remettre en groupe. Et là, moi, je suis sur le terrain, je regarde mon coéquipier, je lui dis, tu sais quoi, on ne va pas en prendre. C'est impossible, on va se battre. Et c'est ça où, pour moi, les Maliens, ils ont pêché. Après, on va se projeter vers ce match RDC Côte d'Ivoire juste après la pause. On est ensemble sur RMC jusqu'à 2h30, évidemment. L'After Can continue. C'est la pub sur RMC. En attendant, lâchez vos commentaires dans le chat.
C'est la pub sur RMC. En attendant, lâchez vos commentaires dans le chat. C'est la pub sur RMC. En attendant, lâchez vos commentaires dans le chat. C'est la pub sur RMC. En attendant, lâchez vos commentaires dans le chat. C'est la pub sur RMC. En attendant, lâchez vos commentaires dans le chat. C'est la pub sur RMC. En attendant, lâchez vos commentaires dans le chat. C'est la pub. Aurélien Tiersin. L'Aftercan sur RMC, on continue de se projeter sur les demi-finales RDC Côte d'Ivoire. On parlera un peu plus tard d'Afrique du Sud, Nigeria, évidemment, le Nigeria, peut-être le favori des 4 derniers représentants africains dans cette CAN. Et puis on parlera aussi de l'Algérie, voilà, où en est Djamel Belmadi, où en sont les Fennecs après cette CAN complètement manquée. Et tout de suite, on va accueillir Elohim, supporter de la RDC. Salut Elohim. Salut. Ça va, tout va bien? Vous m'entendez? Ouais, on t'entend très bien. Oui, ça va, et toi? Bah, magnifique. Et on va accueillir également Fousseni, supporter ivoirien. Voilà, on va faire un petit ring avant ces demi-finales. Salut Fousseni. Oui, bonsoir. Tout va bien? Toi, t'es en Côte d'Ivoire ou t'es en France, Fousseni? En Côte d'Ivoire. Magnifique. Bon, alors, t'as vécu quand même des émotions extraordinaires là depuis 24 heures. T'arrives à redescendre sur Terre? Oui, on est descendu depuis ce matin, on est descendu sur Terre. Ouais, j'imagine. C'est comparable à la séance des tirs au but en 2015 face au Ghana, en fait. Ah oui, c'est comparable à la victoire du trophée, carrément, là. T'as vécu une soirée exceptionnelle. Oui, puisqu'on avait raté nos 2 premiers pénaltys. Ouais, effectivement, c'est un retour exceptionnel. Bah, et justement, toi, Fousseni, cette force mentale ivoirienne, ça te suffit? Ou t'as envie de voir un petit peu plus, t'as envie de voir du jeu? En fait, notre cadre, on l'a pratiquement réussi, hein. Pour l'instant, à moins d'un scénario à la malienne, d'où on vient, quand tu regardes d'où on vient, à moins d'un scénario à la malienne, même si on perd, même si on ne gagne pas le trophée, on est servi. Oui, ça suffit à ton bonheur. Moins qu'on ne mène, et puis on nous égalise à la 92e minute. Sinon, si on fait une défaite contre le Congo ou une guerre en finale contre le Nigeria, la CAN, pour l'instant, on est satisfait. Surtout qu'on a éliminé notre frère ennemi. Donc, moi, particulièrement, même si on va voir au bout, c'est déjà satisfaisant où on en est. Bon, magnifique. Bon, alors, Henri, toi, tu comprends cette façon de penser? Est-ce que la CAN est déjà réussie pour la Côte d'Ivoire? De toutes les façons, lors de la dernière CAN, elle s'est fait sortir en 8e de finale par l'Égypte. L'objectif pour cette CAN organisée à la maison, la deuxième de leur histoire, c'est quand même de finir dans le dernier carré. Et quand tu vois un peu le scénario, les retournements de situation, demi-finale, le reste sera que bonus pour la Côte d'Ivoire. Maintenant, après, quand on connaît l'attente, l'euphorie, la liesse populaire et la pression, je pense qu'une demi-finale perdue face à la RDC, elle sera un peu regrettable pour cette équipe. Ils vont vouloir maintenant finir le job. Maintenant, après, s'ils auront les capacités, les ressources nécessaires pour faire face à cet ogre congolais, parce que pour moi, sincèrement, la RDC, c'est un cran au-dessus. On aura l'occasion d'en parler. Du Mali ou de la Côte d'Ivoire? Non, de la Côte d'Ivoire, parce que quand tu regardes un peu le comportement de cette formation congolaise depuis le début de la compétition, elle sait tout faire. Elle sait jouer en transition, elle sait jouer en faux rythme, elle sait garder le ballon. Parfois, elle fait semblant d'être en ronronnant et elle réagit. Elle a encaissé à 3 reprises dans cette compétition.
elle a été en réaction et surtout le match face à la Guinée, ça a été un match abouti pour moi, même si dans le jeu, c'est encore un peu laborieux. Je pense que quand tu regardes un peu les sorties de balle de cette équipe, surtout les feux follets devant, beaucoup de dextérité, Yohan Wissa étincelant, Théo Bongonda avec ses coups de magie, ses dribbles chaloupés, et surtout Elia Meshak. Le seul bémol, c'est quand même le Cédric Bakambu, qui n'a pas encore réglé la mire, mais en termes d'organisation collective, il se comporte très bien. Ouais. Et dans le jeu sans ballon, il apporte énormément à cette équipe. Et surtout, Sébastien Desabre. Ah oui, pour l'instant, c'est le monsieur plus, hein, le coach de la RDC qui a réussi partout en Afrique. J'ai fait semblant de ne pas parler de Chancel Mbemba. Quel calme, quelle sérénité. Moi, attends, regarde. La sérénité, on va voir si Elohim, il en est plein. Elohim, justement, toi, supporter de la RDC, tu te retrouves en demi-finale. Est-ce que, comme notre ami Fousseni, l'Ivoirien, tu estimes que la CAN est déjà réussie pour la RDC ou tu as encore faim? Alors, pour moi, cette CAN, c'est une réussite parce que déjà, il faut savoir, je pense que vous savez très bien d'où est-ce qu'on vient. On ne devait pas être qualifié à cette CAN de base. On commence la phase de qualification avec Hector Cooper qui fait 2 défaites en 2 matchs. De Sabre, il prend une sélection qui est un petit peu détruite, où il y a beaucoup de problèmes. Il fait 4 victoires de suite. Et on arrive dans cette CAN avec un grand statut d'outsider. On est dans la poule du Maroc qui est grand demi-finaliste de la Coupe du Monde. On ne nous attend pas forcément. L'objectif, c'était sortir des poules. On sort des poules derrière, dès qu'on sort des poules, on prend chaque match comme on peut et on voit que De Sabre, il continue de surprendre. Et pour moi, on doit aller au bout. J'ai encore faim. Et on affronte parce qu'on affronte la Côte d'Ivoire en demi-finale et on a un petit passif. Le remake de 2015, moi, j'ai pas digéré la demi-finale où Yaya Touré nous termine comme ça. J'ai encore les traumatismes de ce jour-là. Donc pour moi, on doit les battre chez eux, sachant que j'ai beaucoup d'amis ivoiriens. Ah bah là oui, j'imagine qu'il y a des guerres. Bah, Henri, à Kodo, justement, raconte-nous les relations entre les deux pays et peut-être le passif justement de 2015, la demi-finale. Exactement, il y a un loup passif en cette 2 sélections. En 2015, justement, c'était en Guinée équatoriale et la défaite de la RDC qui n'était pas forcément attendue à ce stade de la compétition avec Florent Ibenge. 3-1, but de Yaya Touré, superbe reprise de volée d'ailleurs, et la Côte d'Ivoire qui est allée chercher par après cette seconde étoile. En 2017, c'est la dernière rencontre entre ces 2 équipes en Coupe d'Afrique des Nations, 2 buts partout. On se souvient du super but de Kabananga à l'époque. Donc c'est quand même 2 équipes, Kebano également, et l'égalisation de Sérédier, c'était en phase de poule. Et cette équipe, elle avait réussi à sortir la Côte d'Ivoire, pourtant tenant du titre en phase de poule. Et donc, c'est dire qu'il y aura forcément une revanche à prendre pour la Côte d'Ivoire et pour la RDC. Et donc, on assistera à un match haletant au Félicia mercredi. Non, c'est Ebimpe. Oui, dans le grand stade. Alors, on en reparlera. À ce propos, je voudrais ajouter une chose. Vas-y, Fousseni. Ma seule inquiétude, c'est dommage, c'est l'état de la pelouse de Ebimpe, qui est la moins bonne des 6 pelouses. Et au-delà de la pelouse, Fousseni, justement, le cauchemar de la Guinée équatoriale, c'était à Ebimpe. Tous les matchs du premier tour se sont joués là-bas. Est-ce qu'il n'y a pas aussi des mauvaises ondes là-bas pour les Ivoiriens? Non, je ne crois pas à ça. C'est passé. On a dépassé ce stress-là, c'est passé. On a passé la phase de poule miraculeusement. Je pense qu'ils n'auront plus cette pression, ce stress de pouvoir bien faire. Comme je l'ai dit, tout est du bonus. Et puis l'histoire va se répéter. Je l'espère pour toi, Fousseni. On l'espère pour. On a traversé la RDC pour remporter en 2015. Donc c'est la même chose. On va traverser la RDC pour remporter encore cette année. Bon, on te le souhaite. Juste pour revenir sur cette histoire d'Ebimpe, messieurs, Alexandre Lafitte, entraîneur en D1 ivoirienne, Sébastien Bassong, ancien joueur professionnel. L'idée de Ebimpe, mauvais souvenir, mauvaise onde, ça c'est comme Fousseni, ça n'existe pas? Alexandre? Dans le football, des fois, il y a des choses qu'on ne maîtrise pas. Après, pour certains joueurs, ça peut compter. Pour le contexte, parce qu'il y a l'environnement. Il y a l'environnement, et encore plus en Afrique. Pour toi, ça compte? Il y a des stades où tu n'aimes pas aller? Moi, non. Mais je sais qu'il y a des joueurs ou des délégations où c'est potentiellement possible. Mais bon, on va essayer de passer outre. Et on espère que pour la Côte d'Ivoire... Je pense que ça va jouer. Ça va jouer parce que les souvenirs, ils restent, dans quoi qu'on dise. Même si ça va jouer dans les têtes. Dans les têtes, peut-être pas de tout le monde. Il y a certains joueurs pour qui
c'est pas important, certaines superstitions. Mais là, on parle pas d'une équipe de club, on parle d'une équipe d'un pays. Donc, il y a, comme il a dit, il y a l'environnement, il y a toute une pression. Il y a ce qui va se dire autour. Est-ce que ça va être assez cadré pour que ça n'arrive pas dans la tête autour des joueurs? Je pense pas, parce que la pression populaire, elle est ce qu'elle est. Et voilà, on est connecté, donc les gens ils vont en parler. Maintenant, ouais, ça peut réellement jouer, parce qu'on s'accroche à tout et n'importe quoi. Quand tu es joueur, tu as besoin souvent de superstition pour te rassurer, parce que tu as un manque de confiance en toi et tu cherches, on va dire, n'importe quel petit détail qui va être positif, qui va te permettre d'être dans un meilleur état d'esprit. Et ce stade, il est particulier en plus, il est beaucoup plus grand, tu as la piste d'athlétisme, comme disait Fousseni, la pelouse n'est pas très bonne non plus, ça aide pas forcément la Côte d'Ivoire. Ça aide pas la Côte d'Ivoire parce que la Côte d'Ivoire, quand ils ont joué, à part leur premier match, ils n'ont pas eu de bons résultats à BMP. Donc là, ils sont sortis d'Abidjan, c'était la liesse, c'était la folie. Maintenant, est-ce qu'on va pouvoir conjurer le sort? Et en fait, ça ajoute une autre pression. Une pression qui, je dirais, la dernière fois qu'on était là, regarde, en fait, il y a des flashs des fois qui reviennent dans la tête des joueurs. Quand j'étais à cet endroit-là, donc Emers Faye et son staff, il va falloir beaucoup travailler sur le côté psychologique et émotionnel. En fait, le passé, c'est le passé. Il n'y a pas de réalité, mais en tant que joueur, c'est plus difficile. Elohim, je me retourne vers toi, supporter de la RDC. Tu as évoqué tout à l'heure Sébastien Desabre, notamment, qui a bien remis l'équipe sur les bons rails. Mais il y a le problème Bakambu. Henri en parlait. Est-ce que pour toi, il faut mettre fin à l'aventure de Bakambu titulaire et mettre du Simon Banza ou du Silas, par exemple? Alors, pour moi, franchement, Desabre, il donne une mi-temps à l'équipe adverse par rapport à Bakambu. Je vais m'expliquer pourquoi. Parce que quand on regarde le match face à la Guinée, on voit que première mi-temps, c'est Bakambu. Diakabi gagne absolument tous ses duels face à Bakambu. Bakambu, oui, certes, il a un travail sans ballon, mais il en manque de confiance. Depuis son pénalty face au Maroc, je pense que peut-être que la pression du peuple congolais est peut-être dure à porter. Bon, il a eu l'habitude de le porter, mais en tant que numéro 9, star de l'équipe avec Chancel, peut-être qu'il n'arrive pas à porter cette pression-là. Et lui-même, il a dit en conférence de presse qu'il se sentait bien sur le banc. Donc pour moi, dès qu'on a vu l'entrée de Simon Banza, on a vu que Simon Banza, c'est un joueur qui il reçoit le ballon dans les pieds, il fait son jeu en pivot, il arrive à se retourner, il provoque des fautes et on le sent plus à l'aise techniquement. Mais le fait de dire Simon Banza apporte à l'équipe, travaille pour ses coéquipiers, épuise la défense adverse, toi, tu n'as pas envie d'y croire à ça? Bakambu plutôt. J'ai dit quoi? Oui, Bakambu, pardon, Bakambu. Ouais, j'y crois pas. Moi, en tout cas, de ce que je vois de ma télé, je vois un Bakambu invisible. Il a 2-3 occasions, oui, mais à un moment, il y a une action où il perd le ballon bêtement dans notre surface de terrain. Je ne comprends pas pourquoi. Enfin, Bakambu, c'est plusieurs incohérences que j'arrive pas à comprendre depuis le début de cette compétition. Vas-y, Sébastien. Pour moi, il faut arrêter. Réponds sur Cédric Bakambu, Sébastien Bassong. J'ai envie de te dire, Elohim, j'ai envie de te dire, je comprends que tu le regardes, mais la manière dont tu le regardes, je pense qu'elle est elle est supportrice. C'est le Desabre, elle est supportrice et c'est une équipe, c'est un équilibre. Aujourd'hui, Sébastien Desabre, avec l'expérience qu'il a et n'importe quel coach, il peut pas regarder un individu. Ça veut dire, comme il l'a dit Aurélien, il y a un travail. Aujourd'hui, Banza ou qui que ce soit qui commence le match, il n'aura pas le même impact qu'un Bakambu. C'est-à-dire que Banza, il est bien quand il rentre dans le match parce que les défenseurs, même si tu ne vois pas Bakambu avoir des occasions, après 70 minutes, les défenseurs sont déjà plus fatigués. Un défenseur, quand il a Bakambu en face de lui, psychologiquement, il est déjà plus aux aguets parce qu'il sait que les appels de balles, ils vont être un peu, il est plus mobile, il va manger les espaces. Après, d'un côté personnel sur ses performances, lui, j'ai pas fini. Sur ses performances, il est pas forcément en réussite, c'est vrai, et il le sait, c'est pas un enfant. Je pense pas qu'il a un problème de pression. C'est pas un problème de pression du tout. C'est juste, il est pas en forme, ça fonctionne pas. Mais je pense que pour l'équipe, parce que là, on parle d'une équipe. Si Bakambu il marque 0 but, mais tu gagnes la CAN, crois-moi, tu vas le laisser en pointe. Parce que c'est tout un système. C'est une animation offensive et défensive. Parce que Bakambu, il défend. Bakambu, il se remet dans le positionnement. Bakambu, il reste pas devant. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que s'il marque des buts, c'est un plus. Mais quand Banza ou n'importe qui d'autre rentre, parce que par exemple, Meshak Elia, dernier match, là où Desabre, il a été très très bon, c'est qu'il a vu au bout de 55 minutes, il n'était pas dans le match du tout. Il faut le sortir. Et là, il l'a sorti, il a fait rentrer Silla.
Parce ça, c'est des coachs il a senti, parce que Elias, c'est un joueur qui percute, il doit apporter cette folie. Quand ça passe pas dans les 1 contre 1, tu le sors pour le bien de l'équipe. Bakambu, il va sortir, il sait qu'il va sortir. Il a fatigué les défenses psychologiquement. Et là, Banza, avec peut-être moins de qualité, moins d'expérience, mais plus de fraîcheur, 30 minutes pour lui ou 45, là, il va se battre. Il apporte un peu plus d'agressivité. Donc, je pense que dans ce collectif-là, c'est là où je dis que De Sabre, tactiquement, et dans la connaissance de ses joueurs, de son groupe, il est bon. Il est très, très bon dans la connaissance de son groupe et dans la connivence, comment faire jouer les uns avec les autres. Justement, coach Alexandre Lafitte, toi, Bakambu, tu as vu les matchs de la RDC, j'imagine, depuis le début de cette CAN. Tu laisserais Cédric Bakambu, tu touches pas à ce 11 de départ? Non, surtout pas. On voit qu'il y a, comme il a dit, un équilibre qui est trouvé au sein de cette équipe. C'est vrai qu'on aimerait que dans la zone de vérité, il soit plus performant. Mais on voit qu'il a un rôle très important, notamment sur l'aspect défensif. Et on sait qu'à partir du moment où dans une compétition, on a réussi à être performant, à trouver son 11 de départ ou son 12-13 de départ, il faut continuer sur ses forces. Et t'as pas peur de perdre les autres, justement, qui ont peut-être la sensation d'apporter plus qu'un... Même si Bakambu est respecté dans le groupe congolais. Aurélien, je partage clairement l'avis de Seb. Je pense que Bakambu, il est beaucoup plus complémentaire avec Théo Bongonda et Yohan Wissa que les autres. Simon Banza, c'est un bon joueur. Sporting Braga, Silas Katompa. Mais ces joueurs-là ne peuvent pas démarrer la rencontre tout simplement parce qu'il y a une stabilité, il y a un équilibre. Le coach Lafitte l'a dit également. Quand vous regardez un peu les dernières rencontres de la RDC, dans les qualifications, le trio de devant, c'est Wissa, Bongonda, Bakambu. Donc il y a une sorte de complicité, complémentarité. Et Bakambu, quand tu le vois jouer, une sorte de fausse piste, et ça permet aux autres de pouvoir s'incorporer dans la surface. Wissa, il en est déjà à 3 buts, 1 sur penalty, mais 2 dans le jeu. Donc ça veut tout dire en fait. Et après, quand tu vois les changements, les remplacements effectués par Sébastien Desabre, tu sais qu'il maîtrise bien, il connaît bien son équipe, comme l'a dit Seb. Silas Katomba qui est rentré face au Maroc et qui est égalisé, qui est rentré face à la Guinée et qui a provoqué un penalty. Donc je me dis, tout va bien pour la RDC pour l'instant. Donc il n'y a pas raison de changer. Vas-y Sébastien, rapidement. Moi je ne suis pas coach, le coach il est là, mais en fait il faut que les gens comprennent que l'animation, c'est une animation défensive. C'est aussi, bien sûr. C'est une animation qui part de devant. Ça veut dire que Bakambu, il ne marque pas, mais quand on parle d'expérience, c'est savoir, il sait qu'il n'est pas bon, mais il sait qu'il va faire les replacements. Ouais. Comparé aux autres joueurs qui sont peut-être moins, le coach il est moins sûr que sur la durée, ils vont se replacer. Donc là, ils n'ont pas encaissé beaucoup de buts. C'est pas parce que seulement Chancel il tient bien sa défense, c'est parce que de devant, ça travaille bien, ça se remet dans le bloc, et c'est pour ça qu'ils sont durs à battre. Bon, Elohim, t'as compris, t'auras du Bakambu mercredi pour la demi-finale contre la Côte d'Ivoire en pointe. Merci les gars, Fousseni et Elohim d'avoir été avec nous. Un petit prono rapidement, j'imagine de quel côté vous allez pencher, mais comment vous sentez le match? Vas-y Fousseni pour commencer. On a 2 équipes à réaction, donc on ne sait plus dans cette situation-là. La première équipe, je n'ai pas de prédiction. On souhaite que la Côte d'Ivoire gagne 1-0, 2-1, peu importe. Comme on a 2 équipes à réaction, la Côte d'Ivoire est une équipe à réaction, la RDC est une équipe à réaction. Puis c'est bien, Fousseni, comme ça, toi, tu pourras y croire jusqu'à la 95e, quoi qu'il arrive, qu'il y ait carton rouge, qu'il y ait des buts contre toi. Il n'y a pas de souci. Merci beaucoup, Fousseni. Excellente soirée. À bientôt. À bientôt sur RMC, Fousseni. À plus tôt. Elohim, ton petit prono aussi, rapidement, pour RDC Côte d'Ivoire. Allez, 3-2, doublé de Bakambu. Allez, ça serait fantastique. Ça serait magnifique pour toi. Merci, Elohim, en tout cas, d'avoir été avec nous sur RMC. Bonne soirée. Passez une bonne soirée. Salut, et on va se retrouver dans quelques secondes sur RMC. On est ensemble jusqu'à 2h30 comme tous les dimanches soirs. Et puis c'est à partir de minuit les jours du lundi au samedi. On va parler de Nigeria, Afrique du Sud. Et ensuite on se penchera sur la carrière d'Alexandre Lafitte. Je vous l'avais dit, coach français le plus jeune du monde en première division. C'est le coach du Stade d'Abidjan. A tout de suite sur RMC. C'est la pub sur RMC. En attendant, lâchez vos commentaires dans le chat. C'est la pub sur RMC. En attendant, lâchez vos commentaires dans le chat.
C'est la pub sur RMC. En attendant, lâchez vos commentaires dans le chat. C'est la pub sur RMC. En attendant, lâchez vos commentaires dans le chat. C'est la pub sur RMC. En attendant, lâchez vos commentaires dans le chat. Aurélien Tiersin. Et merci encore d'être avec nous ce dimanche soir. Et bonjour à ceux qui nous écoutent en podcast. L'After Can qui continue sur RMC. On a débriefé on s'est plutôt projeté sur les demi-finales avec RDC Côte d'Ivoire. C'est celle qui nous intéresse le plus évidemment avec ces deux équipes francophones. Mais maintenant on va parler de Nigeria, Afrique du Sud. On est toujours avec Henri Akodo, journaliste New World TV, avec Sébastien Bassong, consultant RMC Sport, international camerounais, et Alexandre Lafitte, coach français du Stade d'Abidjan. 26 ans seulement. On va raconter ton histoire dans quelques minutes, Alexandre. Mais ce Nigeria, Afrique du Sud. Alors sur le papier, Seb, on a envie de dire le Nigeria va pas avoir de problème pour passer en finale. Ouais, sur le papier, mais on a compris que franchement, les papiers, ils valent pas grand-chose. C'est vrai, c'est vrai. Ils valent pas grand-chose et je sais même pas s'ils ont valu grand-chose sur ces dernières années. Mais je pense que dans l'inconscient collectif, on a besoin, on aime donner des favoris par rapport au nom, etc. Aujourd'hui, le Nigeria favori, si le Nigeria est favori, c'est par rapport à leur manière de jouer. Je pense que par rapport à ce qu'ils ont fait, s'ils sont favoris. Aujourd'hui, moi, je ne les mets pas, vraiment pas favoris. Toi, tu ne mettrais pas une pièce sur le Nigeria, là, contre l'Afrique du Sud? Si tu me demandes... Non, je ne mettrais pas une pièce. Pour moi, c'est du kiff-kiff, c'est 50-50. Vu l'évolution de l'équipe sud-africaine et Bafana, et je mets un gros point sur leur coach avec l'expérience qu'il a, M. Hugo Bross, parce qu'il l'a fait avec le Cameroun, c'est quelqu'un qu'il connaît. Et donc, il se retrouve là. Bah oui, non, mais oui. Il se retrouve là et c'est non négligeable. Et oui, je pense qu'il y a un truc avec cette équipe des Bafana par rapport à la proximité, le fait qu'ils jouent tous ensemble en club, c'est vraiment c'est atypique. Mais aujourd'hui, ça peut payer. Donc, le Nigeria, est-ce qu'ils ont eu des grosses performances? Pour moi, non. Mais j'attends pas de performances extraordinaires. Là où je me dis Nigeria, ils peuvent faire quelque chose, c'est parce qu'ils ont ce petit truc pour savoir gagner. Ils savent gagner. Ils sont pas flamboyants, mais ils sont pas perdus dans les matchs. Ils sont pas extra dominants, mais ils savent gagner. Une fois qu'ils ont marqué, c'est difficile qu'ils encaissent. Et c'est pour ça que je trouve que ça va se jouer. Ouais, franchement, le Nigeria, on les a vus plusieurs fois au stade pendant cette CAN. C'est vrai que derrière, avec Trostekong, avec notamment Calvin Bassey, que je trouve assez énorme, Niwobi à la récupération, Alexandre, cette équipe nigériane, on l'attendait très forte devant et faiblard derrière. Finalement, c'est quasiment l'inverse. Ouais, c'est clair. Non, c'est clair, c'est une équipe qui montre énormément de solidité. On voit qu'elle est bien en place, ce qu'ils proposent, c'est très cohérent. Et surtout, comme il a dit, ils savent gagner. On sent, ils dégagent une certaine maturité. Donc, moi, je les mets quand même favoris parce que cette équipe m'a quand même impressionné sur ce côté-là. Et pour gagner des compétitions, ou pour du moins aller en finale, il faut réussir à dégager ça. Donc, c'est vraiment une équipe qui, par rapport aux autres équipes que j'ai pu observer, qui m'a le plus impressionné, même si l'Afrique du Sud, je trouve ça très cohérent ce qu'ils proposent. Il y a eu des séquences très intéressantes face au Cap-Vert et je pense que ce sera un match agréable. Ouais. Henri Akodo, tu étais ce matin avec Victor Osimhen, tu l'as vu. Ouais. Bon, raconte-nous déjà comment ça s'est passé. C'était à l'hôtel de l'équipe du Nigeria à Abidjan. Exactement. Victor Osimhen qui a reçu un précieux présent de la part d'un jeune peintre, artiste peintre togolais qui a fait son portrait. Il a bien aimé. Il dégageait une certaine sérénité. C'est pas un nouveau masque, hein. Il n'a pas offert un nouveau masque à Victor Osimhen, il n'y a pas besoin. Quand même. En tout cas, c'est la grande star de cette compétition, un joueur de l'année, le CAF Awards, faudrait-il encore le rappeler. Là,
On a constaté qu'il y avait une liesse derrière, une forte attente parce qu'à sa sortie, tout le monde voulait prendre une photo avec lui. Mais c'est un joueur humble, sobre dans son comportement. Il dégage une certaine confiance dans son état d'esprit. Je pense qu'il est en mission pour sa sélection. Et j'imagine. Et son état physique aussi, Henri, parce qu'il est sorti touché à la fin du quart de finale. Comment tu l'as senti? Non, il a bien récupéré apparemment, parce que dans sa démarche, dans son bon bilingue et son expression corporelle, tu sens qu'il va démarrer face à l'Afrique du Sud. C'est l'homme à 80% de cette formation nigériane. Il n'a marqué qu'un seul but dans cette compétition. Mais après, c'est comme pour Bakambu, comme on le disait tantôt, c'est un joueur il bosse énormément. Essentiel. C'est un chaîneau manquant, c'est un pion essentiel dans la programmation tactique de José Peseiro. Parce que après, quand tu regardes un peu dans le déclenchement du pressing, dans le mouvement collectif, le but que le Nigeria a marqué à Ademola Lookman face à cette formation angolaise, c'était une fausse piste de Victor Osimhen. Il se bat, il travaille. Maintenant, après, on attend plus de lui au niveau de la justesse, de la finition. On aimerait le voir marquer énormément de buts. Et je pense qu'il sera l'homme essentiel de cette formation. C'est là où tu dis que c'est c'est la superstar. Il est attendu. La raison pour laquelle, pour moi, il est extraordinaire, c'est parce qu'il fait jouer les autres. Et c'est parce qu'en fait, en tant que superstar, avec ce statut, tu pourrais penser qu'il va vouloir porter l'équipe. Il va pouvoir porter l'équipe, c'est-à-dire être celui qui va faire la différence. Mais avoir la présence d'esprit de vraiment travailler, parce qu'en fait, ce que lui, on me dit, il travaille beaucoup, ça veut dire que, moi, je l'ai eu en interview, il est intelligent dans l'anticipation. Il anticipe les erreurs des autres et il sait très bien qu'en insufflant un pressing extraordinaire, une énergie, tu le vois dans son body language, c'est l'énergie qui dégage, qui fait comprendre à ses coéquipiers que si Victor, il a cette énergie-là, on peut que être au même niveau. Donc c'est à ce niveau-là qu'il est extraordinaire. Et ça fait qu'après, il n'a pas besoin de lui, tu lui demandes, bien sûr, si tu peux marquer, il marque. Ce qu'il veut, c'est gagner. Henri l'a dit, il est en mission. Quand on est en mission, on n'est pas là pour se regarder soi-même. On s'oublie. La qualité du leader, c'est celui qui sait s'oublier. Ah non, mais il est clairement investi pour le son leader, équipe. c'est l'équipe d'abord. Et ça c'est la marque d'un champion. Et pour moi, c'est ça. Parce que lui devant et derrière, dans les deux surfaces, pour moi, là, c'est solide. Et on a beaucoup parlé déjà ces derniers jours de Victor Osimhen. On en reparlera aussi beaucoup. On va se pencher 1 ou 2 minutes sur l'Afrique du Sud quand même. Allez, sur Ronwen Williams aussi, parce que c'est une première mondiale quand même, ou quasiment. Alors, on n'a pas regardé les deuxièmes divisions finlandaises, etc. Mais 4 tirs au but arrêtés sur les 5 premiers. C'est une première, en tout cas, en Coupe du Monde, en Euro, en Copa América et en Cannes. C'est quand même une performance idyllique. C'est incroyable. Idyllique, exceptionnelle. Performance de haute altitude de la part de Ronwen Williams, le gardien du Mamelodi Sundowns, qui fait partie de cette escouade talentueuse sud-africaine qui viennent du Mamelodi Sundowns. Ils sont pratiquement 8 dans cette équipe. Et je pense que c'est au-delà de ces arrêts spectaculaires dans cette séance de tir au but, il faut quand même savoir que l'Afrique du Sud reste eu 4 clean-sheets d'affilée. C'est pas rien, c'est énorme ce qu'ils ont fait. Après avoir concédé cette défaite face au Mali lors de la première journée, cette équipe a gommé cette imperfection défensive face aux Aigles et elle s'est battue jusqu'au bout pour être là à ce niveau actuellement. Donc, ça travaille bien. C'est un collectif très structuré, très cohérent. Ça resserre bien les distances, et ça ferme les espaces et surtout, ça va très vite devant avec Mokoena et Percy Tau. C'est pas très flamboyant, mais c'est très pragmatique. Cette rencontre, je pense que le Nigeria est légèrement au-dessus, mais on ne serait pas à l'abri d'une surprise parce que cette équipe sud-africaine, elle est vraiment bluffante dans son comportement. Ce sera un gros match, un gros derby, il y a une grosse rivalité entre les deux équipes. C'est quoi ton prono justement à toi? On a bien compris que Seb était partagé entre les deux, Alexandre plutôt le Nigerien. Toi, tu t'estimes que c'est très équilibré aussi? L'Afrique du Sud sortira peut-être la petite pièce surprise encore une fois. Ah, pourquoi pas. Pourquoi pas. Un dernier mot, pardon Henri, parce qu'on va devoir avancer aussi un petit peu, mais cette équipe d'Afrique du Sud, Alexandre, Seb, on parle beaucoup des Mamelodi Sundowns, mais est-ce que c'est tout, c'est ce qu'ils peuvent donner? C'est une équipe solidaire ou ils ont d'autres choses que vous voyez? Non, pour moi, ils ont leur force, elle est collective.
Et en partant du gardien. Donc alors, c'est vraiment la principale pour moi, force de l'Afrique du Sud. Allez, en partant du gardien, le gardien il dégage une telle sérénité. On en parlait dans mon podcast avec Quentin Westberg qui est gardien. Et il me disait, Seb, je le regarde jouer. Il m'a dit, je prends plaisir à le regarder jouer parce qu'il est vraiment impressionnant, le petit. 1 100 000 € sur Transfermarkt. Il a 31 ans. Pour Ouais. ceux qui veulent, ça se paye, hein, franchement. Ça se paye. Après, moi, j'ai des transferts par rapport à la CAN et les transferts dans les clubs après. C'est pas toujours une bonne idée. C'est pas toujours une bonne idée. Mais là, au moment présent, dans l'équipe nationale, en partant de derrière, il a une sérénité au pied. Franchement, il dégage. Quand tu as un gardien comme ça, tu te dis, on peut aller loin. Et c'est quoi le boulot d'Hugo Bross? Peut-être que tu le connais, j'imagine, quand même. Il a gagné la CAN avec le Cameroun en 2017. Tu penses que c'est un mec qui a ce truc en plus? C'est un mec qui a bien réussi en Belgique, hein, 90-2000, qui s'est un peu perdu ensuite. La qualité d'Hugo Bross, c'est qu'il sait très bien analyser et s'adapter aux joueurs qu'il a. Ce qu'il a fait avec le Cameroun, il ne le fait pas avec l'Afrique du Sud. Parce qu'il a cette capacité à regarder, à comprendre ses joueurs, les êtres humains qui sont, techniquement ce qu'ils ont à offrir. Et à partir de là, il fait sa sauce avec ça. Mais il n'a pas son modèle qui vient imposer à chaque équipe. Et c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, avec l'Afrique du Sud, il a réussi à prendre les Bafana pour ce qu'ils sont, à créer ce truc, prendre ce pari de prendre les joueurs de la même équipe. Et c'est pour ça qu'Hugo Bross, il est bon et qui peut faire la différence dans cette compétition. Bon, Nigeria, Afrique du Sud, c'est mercredi également, demi-finale de la CAN. Ce sera au Stade de la Paix à Bouaké. On est ensemble jusqu'à 2h30 sur RMC dans l'After CAN, épisode 23. On va attaquer la dernière ligne droite. Et on va parler de ton parcours, Alexandre Lafitte. Je le disais, tu as le titre d'entraîneur le plus jeune du monde en D1, puisque tu n'as que 26 ans et tu es coach du Stade d'Abidjan. Déjà, raconte-nous comment tu t'es retrouvé coach numéro 1 en D1 en Côte d'Ivoire. Alors tout simplement, c'est par le fait de certaines différentes relations qui m'ont amené à avoir cette opportunité. T'as jamais été joueur pro déjà, Alexandre? Non, jamais. Jamais. Je suis issu d'un parcours universitaire. J'ai passé mes diplômes, différentes expériences d'entraîneur, entraîneur adjoint, et qui ont fait que c'était le genre de projet que je cherchais. J'avais eu un an et demi avant une opportunité au Ghana. Bon, je n'avais pas accepté. Et là, j'ai trouvé le projet cohérent. J'ai rencontré le propriétaire du club à Paris 2 fois. Du Stade d'Abidjan. Tu es l'entraîneur du Stade d'Abidjan, voilà. actuel 9e de D1 ivoirienne. Et donc, je suis arrivé en janvier dernier. L'équipe était avant-dernière. Et donc, c'était en mission un peu pour sauver le club et sauver l'équipe de la Ligue 1. Et puis derrière, on a réussi à sauver. On a terminé 8e. Donc, on a fait le 5e meilleur parcours de la deuxième partie de saison. Et derrière, on a prolongé l'aventure. Et aujourd'hui, je suis toujours entraîneur du Stade d'Abidjan. Et c'est ton premier poste de numéro 1. Déjà, ça te fait quoi d'être le plus jeune français entraîneur dans une D1? Est-ce que c'est un titre que tu cherchais? Parce que 26 ans, quand même, là, je te dis, tu as à peine un an de plus que Kylian Mbappé. Donc voilà. Non, c'est sûr que ça aide pour la visibilité, ça aide pour l'attractivité. Après, c'est pas forcément un objectif comme pourrait être une opportunité de vouloir travailler dans un certain club ou certains championnats. Mais on fait avec, et de toute façon, l'âge, c'est qu'un numéro. Et puis après, tu ne me parles pas d'âge, on est d'accord. Voilà, ouais. Mais tu es passé par l'académie du PSG, tu as été aussi adjoint en D1 féminine. Ouais, au Paris FC, ouais. Avec Sandrine Soubéran. Je suis passé aussi à Guignon. Donc différentes expériences, que ce soit dans les niveaux de N3, N2 ou chez les jeunes. Voilà. Mais t'es un fou de football manager ou pourquoi? Il faut profiter de la vie avant de se ronger les ongles sur le banc. Non, sincèrement, je connais pas le jeu, donc voilà. Mais oui, c'est un objectif depuis très longtemps de vouloir devenir entraîneur. Donc je me suis consacré à ça. Je pense que j'ai fait des sacrifices pour me donner les moyens. Parce que à partir du moment où j'ai voulu être entraîneur, je me suis dit comment je fais pour devenir le meilleur entraîneur possible. Et comment tu fais? Comment tu fais, c'est de un, tu t'ouvres aux autres, tu vas te former à l'étranger, tu travailles beaucoup, c'est-à-dire tu te dis un entraîneur, qu'est-ce qu'il doit maîtriser, et surtout les aspects de la performance, et tu te dis ok, sur l'aspect technico-tactique, sur l'aspect mental, management, et là tu vas aller te former, tu vas aller voir des gens, tu vas rencontrer, et tu crées et tu testes. Voilà. Et le management, parce que Sébastien, tu as 37 ans si je dis pas de bêtises. Ouais, c'est ça. J'ai 11 ans de plus que toi. Exactement. Et il y a des joueurs dans ton effectif, notamment Sylvain Gbogbo, qui est l'ancien gardien remplaçant du SAC en 2015 avec les éléphants.
c'est ton joueur, donc tu es beaucoup plus jeune. Est-ce que Sébastien, toi, tu as déjà eu le cas d'un entraîneur plus jeune et là, c'est vraiment beaucoup plus jeune? Non, pas plus jeune, non. Non, j'ai pas eu. Tu aurais pu l'accepter comme ça? À partir du moment où la personne, elle est intelligente dans sa gestion humaine, il en a parlé. Je pense que les entraîneurs, pour moi, tu gères des hommes. Il y a le côté tactique. On parle beaucoup de tactiquement, mais je comprends pas. On occulte le côté humain. Tu as affaire à des hommes. Si tu ne sais pas manager l'être humain, c'est mort. C'est mort. Que tu sois plus vieux, plus jeune, quelqu'un qui sait prendre la personne avant de prendre le joueur, je pense que cet entraîneur-là, il a des chances de réussir énormément. Maintenant, moi, j'ai vu le cas de, par exemple, Villas-Boas quand j'étais à Tottenham. Et il y avait des joueurs qui étaient plus âgés que lui. Mais Andrés, c'est tellement un homme bien que on en rigolait avec lui. On rigolait avec lui. Des fois, les joueurs, ils le chambraient un petit peu. Mais il a jamais pris ça de manière négative. Il a toujours su que il était plus jeune, c'est un fait. Au final, il n'y a pas de problème. Mais au final, dans ce qu'il apportait aux joueurs, dans le rapport humain, comment il nous parlait, comment il parlait même à ses anciens, il savait que il leur devait un minimum de respect aussi par rapport à l'âge et tout. Et il n'avait pas de problème avec ça. À partir du moment où il a laissé son ego de côté, et on sait que dans le football, les entraîneurs ont beaucoup. On parle des joueurs, mais il y a énormément d'ego chez les entraîneurs parce que pour X ou Y raison, on ne va pas faire un débat là-dessus. S'il le fait, je pense qu'il le fait, je l'entends comment il parle. Mais moi, ma question pour lui, ça serait aujourd'hui, à 26 ans, quand tu es entraîneur d'une équipe première, c'est comme un joueur. Qu'est-ce que tu as encore à travailler? Alexandre? Moi, personnellement? Ouais, toi, personnellement. Ouais, c'est être capable de gérer dans différents environnements de club, c'est être capable de gérer plus de personnes dans un staff. Voilà, c'est être capable, parce que je pense que le métier d'entraîneur, plus on va dans des clubs ou plus UP avec plus de moyens, c'est plus un manager de spécialistes. Et donc, c'est être capable de comment on fait pour tendre ses idées. Moi, je suis dans l'idée aussi de co-construire. Voilà, j'aime beaucoup, par exemple, comme en parle le coach de Brest, l'idée de co-construire avec le staff, avec les joueurs, un projet. Parce que pour moi, ça, c'est fondamental. Et justement, tu es au stade d'Abidjan, actuel 9e de la Ligue 1 ivoirienne. C'est un club historique ici parce qu'ils ont gagné la première Ligue des Champions ivoirienne. C'était en 66. Il y a 5 titres aussi de Côte d'Ivoire. Mais aujourd'hui, c'est un club qui galère un petit peu. Donc, c'est quoi les moyens que tu as dans un club comme ça de milieu de tableau de Côte d'Ivoire? Les moyens sur l'aspect... par exemple, sur l'aspect infrastructure, on n'a pas encore notre centre d'entraînement. Donc, pour l'instant, on est locataire et on va aller sur les installations par exemple, du Cap-Vert qu'ils ont eu pour la CAN. Après, la différence, elle se fait notamment sur la qualité de vos joueurs. Parce qu'il faut savoir que, par exemple, dans le championnat ivoirien, c'est très difficile de se faire transférer des joueurs d'une autre équipe. Parce que comme en fait la valeur marchande des joueurs, elle est trop importante pour les clubs ivoiriens, parce que la plupart des très bons joueurs, ils sont vendus en Europe. D'ailleurs, récemment, là, tu en as eu qui sont partis encore. Hein. Ouais, là, moi, j'ai mon attaquant là, qui a été vendu à Alger, Romaric, et j'ai mon défenseur central qui a été vendu à Zulte Waregem en Belgique. Erwan Anikoa qui était en sélection U23. Capitaine des U23 d'ailleurs. Ouais, il a été capitaine au tournoi de Toulon. Et donc qui joue avec par exemple le joueur de Meïté de Marseille et autres. Donc il y a du potentiel, mais c'est dans ce championnat, c'est difficile d'avoir forcément tous les meilleurs joueurs, parce que si vous n'avez pas une académie ou vous n'êtes pas capable de former des joueurs, vous êtes obligé de faire en fait des bons coups, de relancer des joueurs. Donc, tu parlais de ta carrière, justement, ça t'aide à t'endurcir aussi en Afrique. Là, tu rencontres des difficultés qui aussi te forgent le caractère. Ouais, c'est sûr. Après, sur la partie structurelle, moyen, je peux pas aller dans mon idéal de performance, mais on a quand même par exemple, on fait des mises au vert avant les matchs et autres. On a quand même des choses où on peut quand même correctement travailler. Mais par contre, après, c'est un contexte, un environnement qui est différent. Je pense qu'il y a une certaine pression à pouvoir gérer et qui est très intéressante pour un jeune entraîneur. Est-ce qu'une carrière à la Sébastien de Sabre ou à la Hervé Renard, ça t'intéresserait
de réussir partout en Afrique. Où il met des chemises blanches. Il met des chemises blanches. Eh oui, t'as raison. Ça y est, ça commence. Il y a des bons signes. Après, je sais pas comment il fait pour la mettre dehors parce que il fait très chaud. Mais non, c'est sûr, le parcours Sébastien De Sabre, qui lui-même avait entraîné à la SEC Mimosa et fabuleux, qui a entraîné à Niort notamment. Et puis Hervé Renard, bien sûr. Après, je pense que chaque chemin est différent. Tu préférerais revenir en Europe dans l'idéal, les championnats majeurs, ça t'intéresse? Oui, enfin revenir potentiellement en Europe, ça serait un objectif à court terme. Ouais. Enfin surtout être dans une infrastructure où tu peux potentiellement travailler avec encore plus de moyens, voilà, pour se challenger, quoi. Mais Alexandre Lafitte, donc 26 ans, entraîneur français le plus jeune d'une D1 en monde. Il est entraîneur du Stade d'Abidjan. On est ensemble jusqu'à 2h30 sur RMC. L'After Can continue avec Sébastien Bassong, avec Henri Akodo. On va parler tout bientôt de l'Algérie, des Fennecs. Où en sont-ils? Probablement la plus grosse déception de cette Coupe d'Afrique 2024. A tout de suite. C'est la pub sur RMC. En attendant, lâchez vos commentaires dans le chat. C'est la pub sur RMC. En attendant, lâchez vos commentaires dans le chat. C'est la pub sur RMC. En attendant, lâchez vos commentaires dans le chat. C'est la pub sur RMC. En attendant, lâchez vos commentaires dans le chat. C'est la pub sur RMC. En attendant, lâchez vos commentaires dans le chat. C'est la pub sur RMC. En attendant, lâchez vos commentaires dans le chat. C'est la pub sur RMC. En attendant, lâchez vos commentaires dans le chat. C'est la pub sur RMC. En attendant, lâchez vos commentaires dans le chat. L'Aftercan, le 23e jour, la dernière ligne droite, bientôt les demi-finales, ce sera mercredi. RDC Côte d'Ivoire à Abidjan, Nigeria, Afrique du Sud à Bouaké. Et on va parler de l'Algérie dans quelques minutes. Djamel Belmadi qui n'a toujours pas résilié son contrat. Il y a eu la rumeur Zidane, on ne sait pas qui s'assiera sur le banc des Fennecs. Mais avant ça, messieurs, on est toujours avec Alexandre Lafitte, entraîneur du Stade d'Abidjan, avec Sébastien Bassong, consultant RMC Sport, et Henri Akodo, journaliste à New World TV. On va revenir, puisqu'il ne reste plus que 4 matchs, sur un premier bilan de cette CAN. Est-ce que c'est la plus belle, la plus folle CAN de tous les temps? Sébastien, alors, la question posée comme ça. Déjà, il y a un record de buts qui a déjà été battu avant les 4 derniers matchs. On est à 24 équipes, on va dire c'est un petit peu logique. Il y a quand même eu du spectacle. Est-ce que cette CAN, elle t'a particulièrement excité? Ouais, elle m'a excité dans le sens où dès qu'il y a des buts, c'est excitant. Quand on est joueur de foot, fan de foot, observateur, on veut des buts. On veut des buts et c'est à ce niveau-là, ça m'a pas impressionné, mais ça m'a fait plaisir. Parce que même assister à des matchs, c'est un peu fermé comme on a l'habitude de voir,
où les équipes ne se découvrent pas trop, ça c'est un peu compliqué. Mais là, après, jusqu'à aller dire que c'est la plus belle CAN, après, chacun voit midi à sa porte. Il y a en fonction de ta grille de lecture. Oui, quand tu es supporter, déjà, si ton équipe va loin, tu la préfères, déjà, forcément. Il faut voir si tu la regardes en tant que supporter et ou en tant que professionnel. C'est pas la même chose, c'est pas le même prisme. Alors, attends, Togolais, Henri Akodo, malheureusement, ça ne te concerne pas. Toi, ouais, ça fait longtemps que ça ne l'a pas concerné. C'est pour ça, malheureusement. Bon, Henri, à ton avis, toi, au fond de ce que tu vois sur le terrain, est-ce que pour toi, ça fait partie des plus belles cannes de l'histoire? C'est vrai que c'est vraiment débridé. Beaucoup de scénarios rocambolesques, beaucoup de retournements de situation. Ça procure de fortes sensations. Mais après, de là à dire que c'est la plus belle des cannes, oui, c'est vrai que c'est très prolifique. Vous l'aviez dit tantôt, le record qui est tombé, le record de buts marqués, alors qu'on est aux portes des demi-finales. C'est intéressant, mais après, quand tu regardes un peu, bon, moi j'étais encore tout petit, il y a des précédents. La CAN 2000, on en parlait en off, la finale. Cameroun-Nigeria, finale 2000, t'as du Eto'o, t'as du Okocha, t'as du Kanu. T'as du Adepoju au Nigeria, Babangida, Taribo West, c'était solide. Lorraine et Lorraine, ouais, Mayer, n'est-ce pas? Ouais. Mayer à Arsenal, un peu très jeune joueur, c'était très solide. Mais après, quand on sort Victor Osimhen, peut-être. Ah, mais faut pas comparer. En fait, le fait que ce soit la plus belle CAN ou pas, comme je l'ai dit, si on regarde purement footballistiquement, c'est extraordinaire ce qui se passe. Même le jeu, parce que hier j'ai fait une très mauvaise comparaison, j'ai dit c'est comme Plus belle la vie. Il y a du suspense, il y a du rebondissement, mais les acteurs ils sont pas toujours très bons. Non, le jeu, franchement, je pense que c'est pas mal ça. Mais ils fournissent un bon jeu. Je trouve qu'il y a du bon jeu. Tactiquement c'est meilleur. Oui. Tactiquement c'est vrai, et c'est ça qui fait qu'aujourd'hui on dit mais ils sont pas bons. Non, c'est-à-dire que les gens ils se craignent et c'est meilleur tactiquement. Après, une CAN, il y a aussi une histoire d'organisation. Il faut regarder tous les points. C'est pas que footballistique. Alors, l'organisation, la sécurité. En fait, c'est tout ça. Ça, c'est très bien. Et je pense que, sincèrement, en voulant être objectif, j'ai fait la dernière CAN chez nous au Cameroun. C'était très, très bien. Mais je pense qu'à certains niveaux aujourd'hui, et on se doit, en tant qu'étant du continent africain. Le continent, le vrai. Non, le vrai, c'est le nôtre. mais en tant que du continent africain, de vouloir que la Côte d'Ivoire organise une meilleure CAN et que le Maroc organise encore une meilleure CAN que celle de la Côte d'Ivoire. C'est ça qu'on veut. On veut que de plus années passent, qu'on gomme le curseur augmente, qu'on gomme toutes ces difficultés qu'on a eues par le passé, parce que ça prouve quoi? Que les équipes progressent, que les organisations progressent, que les nations et que l'image qu'on donne à l'extérieur aujourd'hui, voilà, on provoque le respect. Et donc à ce niveau-là, pour moi, il y a plusieurs points sur lesquels on peut juger si c'est une meilleure CAN, mais organisation, sécurité, infrastructure, ouais, c'était mieux qu'au Cameroun. Pour moi, c'est bien. Et de ce côté-là, effectivement, il n'y a rien à redire. Alexandre, par exemple, la Côte d'Ivoire, qui est en demi-finale, mais qui pratique peut-être un des jeux les plus pauvres des équipes fortes, favorites. En tout cas, est-ce que c'est une mauvaise pub pour cette CAN, ou selon toi, l'engouement et les retournements de situation suffisent à compenser le manque de jeu? Non, en fait, je pense qu'il faut aussi comprendre qui regarde la CAN. Et je pense que, bien sûr, il y a des spécialistes, il y a des observateurs du football, mais il y a beaucoup aussi de supporters. Et supporters, ce qu'ils aiment, surtout quand ils supportent leur équipe, c'est qu'elle gagne. Et le scénario fait que, pour la Côte d'Ivoire, où on croyait qu'ils étaient morts, le fait qu'ils ressuscitent, derrière, ça crée un engouement. Je pense que ça a créé une attractivité et qui fait que derrière le goût du jeu qu'on a pu voir avec d'autres nations, il est un peu mis de côté. Et je pense que c'est pour ça aussi que ça donne une CAN. Alors, je ne sais pas si c'est la plus belle, mais du moins, elle est assez incroyable. Elle est réussie, en tout cas. Ouais, elle est réussie parce que on a vu des pelouses quand même, je pense, de très haut niveau. Derrière, on a eu des scénarios de match quand même assez... Ouais, mais est-ce que l'enjeu n'a pas tué le jeu un peu sur la deuxième partie de CAN? Mais c'est ce qu'il expliquait, c'est qu'il y a aussi un aspect, je trouve que les équipes maintenant sont mieux préparées, limite sont un peu européanisées dans le sens où c'est moins faux-follet, dans le sens où on va dire l'attaque, la défense ne se pas coupée comme on aurait pu voir à une certaine époque. Et là, on voit qu'il y a des points très précis qui sont travaillés, des asymétries défensives, on voit que c'est bien poussé. Et derrière, forcément, pour le spectacle,
le jeu est moins ouvert, moins débridé. Donc après, c'est quand on va vers l'expertise, l'optimisation, on peut arriver sur des équipes qui se craignent. C'est la notion de rapport de force. Et du coup, derrière, ça dépend qu'est-ce qu'on veut. Là où je rejoins mes co-débatteurs, c'est que quand tu analyses un peu, quand tu compares, quand tu fais le comparatif entre les équipes nationales solides, qui ont eu à remporter la CAN de par le passé sur les dernières années, ça n'a pas été toujours flamboyant dans le jeu. L'Algérie en 2019 n'a pas super formé dans le jeu. Elle a été réaliste, pragmatique. Mais c'est aussi pour ça qu'on aimait cette CAN 2024, Exactement. parce qu'on s'était un peu ennuyé là depuis 6, 7, 8 ans. Oui. Le Sénégal également n'a pas dominé outrageusement la CAN au Cameroun, mais elle est allée au bout. Cette formation est allée au bout. Et quand tu regardes cette Côte d'Ivoire, elle ressemble à pas rien. Je suis tenté de dire même qu'elle pratique un jeu très subversif, parce que c'est le football ivoirien réputé pour être un football très technique, jeu sol où on essaie de travailler la largeur, mais là, on ne voit rien. Maintenant, un autre aspect pour finir rapidement, c'est la préparation de ces différentes sélections. Le coach en parlait. Aujourd'hui, il y a une structuration, une organisation assez optimale qui déteint forcément sur les performances de ces différentes équipes. Tu as quand même dans les staffs des kinés, des ostéopathes de par le passé. Tu vois, dans les staffs, se payer un kiné, un ostéopathe, c'était un luxe. Désormais, les fédérations ont compris la valeur de ces petits détails-là. Tout le monde a un staff professionnel où on travaille la récupération des joueurs. Et tout ça, là, ça déteint forcément sur la performance de ces différentes équipes. Il y a moins de blessures, moins de déchirures, alors que les matchs... On a perdu ça là quand même. Non, mais évidemment, c'est une petite blague. Mais c'est vrai que c'est des équipes qui travaillent de mieux en mieux. Bon, alors voilà, c'est une CAN réussie. Est-ce que c'est la plus belle de l'histoire? On va attendre encore un petit peu, évidemment, parce qu'il y a encore ces demi-finales et peut-être une finale magnifique. Vous parliez aussi des équipes qu'on supporte. Malheureusement, aucune équipe du Maghreb aussi. Ça joue vue de France, puisqu'il y a beaucoup de supporters marocains, algériens ou tunisiens. Et justement, on va parler juste après la pause de l'Algérie. On sera avec Mohamed Bradji, journaliste spécialiste du foot algérien. On va parler de ces Fennecs qui vont se séparer de Djamel Belmadi, même si ce n'est pas encore tout à fait fait. L'Algérie, où en sont les Fennecs? Tout de suite sur RMC, on est ensemble jusqu'à 2h30. RMC, l'After-CAN. C'est la pub sur RMC. En attendant, lâchez vos commentaires dans le chat. C'est la pub sur RMC. En attendant, lâchez vos commentaires dans le chat. C'est la pub sur RMC. En attendant, lâchez vos commentaires dans le chat. C'est la pub sur RMC. En attendant, lâchez vos commentaires dans le chat. Aurélien Thiersin. L'After-CAN, encore une demi-heure ensemble jusqu'à 2h30 du matin. Et ça y est, on va parler de l'Algérie, des Fennecs, qui est peut-être la plus grosse déception du tournoi. En tout cas, c'est ma plus grosse déception du tournoi, messieurs. Je ne sais pas si vous partagez mon avis. Sébastien. C'est parce que t'es ma supporter marseillais et l'Algérie c'est à côté, c'est pour ça que t'es... Ah non, mais entre le talent qu'on vendait, qu'on nous donnait sur le papier et à l'arrivée, quand même, il ne s'est pas passé grand-chose. Hein. Clairement, parce que vous avez un jeune comme Amoura qui cartonne. On l'a même pas vu, à peine. Les prolis, on l'a à peine vu. Vous avez quand même de très bons joueurs, Ryan At-Nouri, rien à lui reprocher, mais il n'a pas été forcément à la hauteur. Un Riyad Mahrez très transparent. Ouais, on va l'aborder, Riyad Mahrez aussi. Une Algérie ressuscitée qui va retrouver un second souffle après la débâcle au Cameroun, sortie de la phase de poule 3e. Elle est en mode dégringolade parce que derrière, ils ont perdu ses barrages face au Cameroun en mars 2022. On prolonge
le contrat de Djamel Belmadi, alors qu'il était hué, conspué, critiqué par la presse algérienne, assorti d'une revalorisation salariale de 2,5 millions d'euros par an. Le sélectionneur le mieux payé d'Afrique sur le continent. C'est Et pas rien. Tu sais quoi, Henri? Tout ce que tu nous dis, c'est vrai. C'est l'enchaînement catastrophique de l'Algérie. Et on va tout de suite aller justement parler à la presse algérienne, notamment un journaliste spécialiste du foot algérien, Mohamed Bradji. Salut Mohamed, merci d'être avec nous. Salut Aurélien, salut à tout le monde. Salut mes amis Henri Akodo, Sébastien Bassong et M. Alexandre qui sont là sur le plateau. J'espère que vous profitez de la CAN. Oui, tout va bien justement. Tu arrives encore à la regarder cette CAN malgré le désarroi des Algériens, parce que ouais, elle n'était pas bonne cette CAN. Non, écoute, j'ai écouté votre débat. Effectivement, le niveau est très élevé et on prend plaisir à la regarder. C'est vrai qu'hier, j'ai eu un petit pincement au cœur parce que l'Algérie en jouait à Bouaké. La demi-finale qui a été disputée hier entre la Côte d'Ivoire et Mali avait une saveur particulière. Notamment, on a beaucoup discuté avec la population locale. Donc, voir la Côte d'Ivoire remporter ce match là-bas, on aurait aimé y être, mais on la regarde avec beaucoup d'affection. Bon, avec du recul, comment tu l'analyses, ce crash encore de l'Algérie, dernier de son groupe, notamment la défaite contre la Mauritanie à la 3e journée? Est-ce que c'était prévisible finalement ou vous n'y attendiez pas du tout? On est un peu entre les deux parce qu'il y avait une forme de prévisibilité par rapport au fait que l'Algérie était dans une spirale négative, comme le disait Henri à un instant. Déjà éliminé au premier tour lors de la CAN 2021 au Cameroun. Il y a eu cette élimination 2 mois plus tard en barrage de Coupe du Monde face à cette équipe camerounaise qui a été inattendue et qui a été une forme de traumatisme pour beaucoup d'Algériens. Derrière, Djamel Belmadi a été prolongé. On espérait repartir sur un nouveau cycle qui devait nous ramener jusqu'à la Coupe du Monde 2026. Mais ça passait par une bonne CAN. En Algérie, on s'attendait à des demi-finales. Je pense que Descartes aurait été aussi une bonne performance de la part de cette équipe en construction. Et finalement, pas du tout. L'Algérie est passée complètement à côté de sa participation. Disons, si on reprend un peu les événements, ça a commencé dès la préparation au Togo, où on aurait aimé voir justement ce que cette équipe d'Algérie donnait sur le terrain. Mais déjà, Djamel Belmadi donnait des signes de crispation, ne laissant pas les matchs être diffusés au grand public. On va dire qu'il y a eu un manque aussi de relations entre cette équipe d'Algérie et ses supporters, malgré le fort contingent qui est venu en Côte d'Ivoire. Et l'enchaînement des événements derrière, après, ça se joue parfois sur des faits de jeu, mais on va dire que on voit bien par rapport à la suite de la compétition que l'Algérie était un cran en dessous dans le jeu sur cette CAN. Et justement, c'était chaud après le match de la Mauritanie, puisque à Bouaké, les Algériens avaient l'hôtel juste en face. On était ensemble, hein, Mohamed, sur place. Les supporters ont quand même un petit peu secoué le président. Les joueurs sifflaient hués à leur rentrée dans l'hôtel. Comment ça a été vécu en Algérie, ce retour? C'était vraiment une catastrophe ou finalement il y a une sorte de désintérêt? Je pense pas. Alors, catastrophe, non, parce que la catastrophe, on va dire qu'elle est survenue en 2022, parce que vraiment, cette équipe algérienne, après son succès de 2019, était programmée, entre guillemets, pour aller à la Coupe du Monde au Qatar. Et on sait l'histoire personnelle que Djamel Belmadi avec le Qatar, donc il y avait toute une symbolique et une histoire qui était construite autour de ces éléments-là qui auraient dû permettre à l'Algérie de figurer parmi les 32 nations qualifiées. Désormais, par rapport à la CAN 2024, il y a une forme de déception, mais aussi une forme de réveil. Par rapport à beaucoup de signaux faibles qui ont été ignorés dans un passé récent, par rapport à des défaillances qui n'ont pas voulu être mises en lumière ou qu'on a faim d'ignorer, notamment de la part d'une partie des supporters, mais aussi de la presse. Hein. Quand on dit que la presse algérienne a été dure, très critique envers Djamel Belmadi, c'est pas tellement le cas, parce que beaucoup de journalistes et beaucoup de médias ont soutenu sa prolongation dans une forme de continuité en espérant entamer un nouveau cycle. Mais disons qu'on a envie de tourner la page, tout le monde a envie de tourner la page, se tourner vers les prochaines échéances qui arrivent très vite. Il y a ces qualifications à la Coupe du Monde en juin avec un match déjà décisif face à la Guinée qui est quart de finaliste lors de cette CAN. Et aussi un tournoi amical qui va être organisé à Alger avec la participation de l'Afrique du Sud, de la Bolivie et d'Andorre. Et ça doit augurer aussi des premiers matchs d'un nouveau sélectionneur qui est attendu, dont le nom circule, enfin les différents profils soumis à l'Algérie circulent ces derniers jours sur Alger. Justement, Mohamed, on va en parler dans quelques minutes des potentiels successeurs de Djamel Belmadi, mais déjà, ça en est où cette histoire de résiliation de contrat? Parce que on nous avait annoncé d'abord sa démission, finalement c'est pas ça, il fallait signer une résiliation de contrat. Belmadi a dit d'abord d'accord, a priori il a quitté le pays, il a quitté l'Algérie et c'est toujours pas signé. Ça en est où cette histoire?
Effectivement, pour reprendre la chronologie des événements, on était ensemble lors du match face à la Mauritanie à Bouaké. Donc, lorsque l'Algérie est défaite face au Morabitoun, Djamel Belmadi annonce dans le vestiaire à ses joueurs qu'il démissionne, voilà, qu'il en a fini avec la sélection algérienne et qu'il ne peut pas la porter plus loin. Donc, ça a été digéré par les joueurs sur le moment. Et c'est vrai que lors d'un entretien qui a eu lieu entre Walid Sadi et Djamel Belmadi à la suite de ce match, il était convenu entre les deux hommes d'une séparation et de la fin de mission de Djamel Belmadi. Derrière, c'est l'enchaînement des événements qui n'a pas... En fait, il y a deux versions qui s'affrontent, une version de la part du président de la fédération et de l'institution et une autre du côté de Djamel Belmadi. Donc, lors de leur retour à Alger, l'ensemble du staff a signé son départ, un départ à l'amiable en prenant 2 mois d'indemnité de salaire. Lorsque Djamel Belmadi devait se présenter au sein de la fédération afin d'acter sa séparation avec l'Algérie, il n'a pas donné signe selon la fédération. Et du côté de Djamel Belmadi, on argue que l'annonce par le président sur Twitter d'un départ et d'un changement radical à la tête de la sélection est un manque de courtoisie par rapport à ce que le sélectionneur a apporté lors de ces dernières années. Donc c'est vrai que ces deux versions-là s'affrontent. Néanmoins, une conciliation est en vue. On annonce un retour de Djamel Belmadi sur Alger ces prochains jours afin d'acter une séparation à l'amiable entre les deux parties. Donc la fédération a communiqué, a étalé l'ensemble des faits qui sont survenus à la suite de la rencontre et des échanges qu'ils ont pu avoir avec Djamel Belmadi. Et aujourd'hui, on apprend que voilà, une issue favorable est en cours et devrait survenir dans les prochains jours. Bon, Sébastien, Alexandre, là je me tourne vers vous deux. Le bilan de Djamel Belmadi, pour vous, ça restera quoi? Alors, c'est cette CAN 2019 remportée ou c'est les 4 années de galère derrière qui s'en sont suivies? Le problème, dans le football, on se souvient souvent de ce qu'on n'a pas fait. On se souvient souvent de ce qu'on a loupé. Alors que pour moi, je suis dans le positif. Il a gagné une CAN. Et je pense qu'il a vraiment bien travaillé. Il a duré 9 ans à la tête de l'équipe de... Combien d'années? 2018. 6 ans. 2018, 6 ans, ouais. 6 ans. 6 ans à peine, mais à peine, il y a des... C'est déjà énorme, je pense. Moi, je pense que sur le banc algérien, c'est déjà beaucoup. Donc, déjà, pour tenir 6 années, tu ne tiens pas 6 années si tu n'as pas du positif. On ne donne pas autant de temps. Et il a ramené une CAN. Il a développé des joueurs, il a développé une identité. Certes, ça se finit mal, mais moi, je retiendrai la CAN et tout ce qu'il a apporté. C'est sûr que quand on se sépare, on ne te fait pas une aide d'honneur, parce qu'on se sépare sur quelque chose de négatif. Et malheureusement, on ne se souvient pas de ce que tu as fait au départ, mais on retient la fin. Le négatif. Et le négatif et la fin, surtout. Et c'est ça qui fait dans l'inconscient humain, on retient la fin. Et c'est pour ça que je pense qu'aujourd'hui, les gens, après, avec beaucoup de recul, quand ils feront le bilan à tête reposée, vont dire que Djamel Belmadi, c'était pas si mal que ça, même si c'était pas parfait. Bon, Alexandre, en tant que coach, là, je sais pas si tu as vu ces conférences de presse, la manière dont il répondait, les conflits avec les journalistes, ça commence à devenir intenable. Ouais, je pense que ça doit être même pesant pour lui. C'est sûr que c'est compliqué, parce que quand tu as réussi à faire des choses incroyables pour ton pays et que derrière tu te retrouves à avoir presque ton pays contre toi, c'est des situations assez difficiles. Je pense que voilà, comme il a dit, il faut retenir le positif. Après, voilà, je pense que c'est pas toujours simple quand tu as gagné derrière d'être capable de te renouveler, parce que j'avais l'impression qu'ils étaient en fin de cycle, il fallait se réinventer, il fallait créer un nouveau cycle et c'est sûr que quand vous avez des stars ou des joueurs avec qui vous avez gagné, être capable de voilà, peut-être faire des choix forts ou autres pour pouvoir perdurer, c'est pas toujours simple. Ouais, Mohamed Bradji, Sébastien, tu veux rajouter quelque chose? Je veux dire, la plus grosse difficulté, je pense, c'est de savoir partir quand tu sais que tu peux plus tout donner. Oui. C'est ça la plus grosse difficulté, parce que si on doit toujours attendre de se faire, entre guillemets, virer, en fait, ça va vraiment ternir le tableau. Alors que, et c'est pas donné à tout le monde, il y a certains entraîneurs ou sélectionneurs qui, à un moment donné, ont cette présence d'esprit de dire que toute émotion gardée, là, je sais que je peux plus amener l'équipe la saison de trop. Et le jour où les entraîneurs, c'est pour ça que je ne veux pas devenir entraîneur, je ne veux pas avoir à faire. Tu as réussi à te le dire, toi, à la fin de ta carrière, Sébastien? La saison de trop? Non, sincèrement, la saison de trop, oui, j'ai réussi à me la dire, parce que, tu sais, par exemple, en tant que joueur, tu vois, avant, c'est moi qui poussais les joueurs dehors. Et à un moment donné, la vie, c'est un cycle. On va te pousser dehors. Et tu ne peux pas penser avec toute la confiance que tu as en toi, l'envie, te dire que je vais toujours réussir. Non, quand tu vois des joueurs, ils vont t'envoyer sur YouTube et que tu ne tournes pas aussi rapidement que tu tournais avant, etc.
c'est avoir ce non-déni, cette présence d'esprit de dire, tu sais quoi, bah, c'est juste le juste retour des choses. À un moment donné, j'ai poussé les grands dehors, on est en train de me pousser. Je pense que là, faut dire stop, même si le peuple, ta famille te dit continue, mais ils ne seront jamais toi. Ouais. Mohamed Bradji, toujours avec nous, un journaliste spécialiste du foot algérien. Mohamed, pour terminer le chapitre Djamel Belmadi, c'est quand même un soulagement là, venu depuis l'Algérie, de voir Belmadi partir. Là, c'était intenable de toute façon. Soulagement, non, parce qu'il y a quand même une forme de tristesse de voir l'Algérie échouer 2 fois au premier tour de la CAN. Ça n'était jamais arrivé dans l'histoire du football algérien. Donc, parler d'un soulagement serait exagéré. Tout comme j'écoutais les interventions des différentes personnes participant à l'émission, notre ami Alexandre disait voilà, que quand c'est difficile pour un entraîneur d'avoir tout le monde contre lui, là aussi, c'est une perception qu'on a d'extérieur de l'Algérie, où on veut un peu polariser les choses. Et Djamel Belmadi aussi en a profité dès son premier jour, dès sa première conférence. Il a voulu polariser l'atmosphère entre lui et les journalistes. Et c'est un combat dont on ne sort jamais gagnant. Mais le contexte en Algérie n'est pas forcément plus difficile qu'ailleurs. Il y a eu beaucoup de soutien envers lui. Il y a eu beaucoup aussi de critiques qui ont été tues, notamment à la suite du barrage face au Cameroun. Beaucoup d'excès aussi de la part du sélectionneur qui ont été un peu gommés. Je pense à cette histoire assez folklorique du millefeuille. Mais je veux dire, c'est aussi des choses qui n'ont pas forcément été dites dans leur intégralité pour l'intérêt de la sélection nationale, pour l'intérêt du football algérien. Donc, il n'avait pas tout le monde contre lui. Bien au contraire, c'était l'un des sélectionneurs qui a été le plus soutenu. Des prédécesseurs comme Vaïd Al-Lodi ont essuyé beaucoup plus de critiques que lui n'en a essuyé. Mais voilà, on était sur la fin d'un cycle. Alors, il faut retenir aussi le positif. C'est cette CAN 2019 remportée haut la main avec une Algérie plaisante dans le jeu, cette série d'invincibilité qui a fait plaisir à des millions d'Algériens, mais aussi une seconde partie de mandat à partir de 2020 où il y avait ce manque de renouvellement, ce manque de remise en question, cette impossibilité pour le sélectionneur d'être à l'écoute par rapport à la critique lorsqu'elle est constructive, cette forme de polarisation permanente où il était dans le conflit souvent aveugle. Donc il y avait un ensemble de signes faibles qui ont survenu et qui ont finalement émergé lors de cette CAN où lors du premier match, 8 joueurs sur 11 titularisés face à l'Angola et ont joué la CAN 2019. Oui, c'est un problème lorsque sur un cycle on en parlera, de 6 ans, Mohamed, de cet effectif vieillissant justement. Est-ce que c'est la fin d'un cycle aussi pour les joueurs? On va se retrouver dans quelques minutes sur RMC. On est ensemble jusqu'à 2h30 ce dimanche soir, cette nuit de dimanche à lundi. On parlera aussi de la rumeur Zidane, comment ça a été perçu depuis l'Algérie et puis qui pour prendre la suite de Djamel Belmadi. A tout de suite sur RMC. C'est la pub sur RMC. En attendant, lâchez vos commentaires dans le chat. C'est la pub sur RMC. En attendant, lâchez vos commentaires dans le chat. C'est la pub sur RMC. En attendant, lâchez vos commentaires dans le chat. C'est la pub sur RMC. En attendant, lâchez vos commentaires dans le chat. C'est la pub sur RMC. En attendant, lâchez vos commentaires dans le chat. C'est la pub sur RMC. En attendant, lâchez vos commentaires dans le chat. C'est la pub sur RMC. En attendant, lâchez vos commentaires dans le chat.
C'est la pub sur RMC. En attendant, lâchez vos commentaires dans le chat. Aurélien Tiersin. L'Aftercan, encore un bon quart d'heure sur RMC. L'Aftercan, comme tous les soirs d'ailleurs. Il y a l'After, la revue de l'After, les podcasts tous les jours. Vous pouvez d'ailleurs vivre les matchs en direct sur la radio digitale. On va finir cette émission en continuant de parler de l'Algérie, de cet accident industriel, quand même deuxième sortie au premier tour après la CAN 2021. Rebolote pour l'Algérie. On est toujours ici à Abidjan avec Sébastien Bassong, international camerounais, Alexandre Lafitte, coach français du stade d'Abidjan, et Henri Akodo, journaliste à New World TV. Mohamed Bradji, journaliste spécialiste du foot algérien, également avec nous. Mohamed, donc on a parlé de Djamel Belmadi, même si la résiliation de contrat n'est pas encore signée, c'est terminé. La rumeur Zidane, ça a été vécu comment depuis l'Algérie, parce que il a refusé. Ça a pris rapidement, ça s'est éteint rapidement également, mais comment vous avez vécu le refus de Zizou? Effectivement, la rumeur Zidane avait commencé, je crois, le lendemain de notre élimination. Donc en arrivant sur Alger, il y avait une forme de scepticisme mélangé à de l'incrédulité. J'ai croisé beaucoup de personnes sur Alger qui voulaient y croire, même si on a compris d'emblée que ça allait être très compliqué. Il y avait effectivement cette attache maternelle et paternelle, cette attache familiale, on va dire, au pays, et notamment l'implication de l'association de la famille Zidane en Algérie, plus particulièrement à Béjaïa en Kabylie. Donc forcément, ce mélange d'attaches personnelles, le profil même de l'entraîneur de Zidane et l'histoire qu'il a su construire et sa légende a fait que pas mal d'Algériens ont voulu y croire, même si pour ceux que j'ai croisés, et vraiment l'énorme majorité des Algériens, pour eux, il y avait 1% de chance que ça se fasse. Ouais, du coup, ça fait rêver, ou tu as l'impression qu'on se moque les Algériens ont l'impression qu'on se moquait d'eux? Je pense que ça a fait rêver, puis surtout ça a donné un peu de baume au cœur dans une période compliquée où il fallait un peu digérer l'échec. J'ai bien aimé ce que Sébastien a dit tout à l'heure sur le fait d'analyser les choses à tête reposée. Je pense que l'Algérie est encore un peu sonnée, un peu encore groggy de cet accident industriel, comme tu le soulignes. Donc je pense que dans les jours qui viennent et dans les semaines à venir, on analysera tout ça d'une manière beaucoup plus reposée, avec beaucoup plus d'arguments pour pouvoir justifier ce qui s'est passé, et aussi se tourner vers l'avenir, même si la rumeur Zidane a, disons, donné du baume au cœur aux Algériens sans forcément qu'ils ne croient à sa concrétisation. Bon, Mohamed Bradji, journaliste algérien, l'avenir, justement, j'ai lu les rumeurs. Bernard Casoni, enfin les rumeurs, en tout cas Bernard Casoni a déclaré vouloir entraîner la sélection, lui qui est déjà passé par le MC Alger ou Oran. Vaïd Halilhodžić aussi, pourquoi pas, pourrait revenir. Bon, ça fait pas rêver sur le papier là. Alors, c'est un peu compliqué parce qu'à chaque jour, c'est rumeurs. On a parlé de Vladimir Petkovic, on a parlé de Jorge Sampaoli, on parle maintenant de Marcel Koller, l'entraîneur d'Al Ahly. Bon, il y a vraiment beaucoup de confusion en ce moment sur qui va succéder à Djamel Belmadi. Alors, les informations que nous, on a, c'est qu'au sein de la fédération, on se donne quand même le temps. On vient de nommer une commission ad hoc qui va examiner l'ensemble des candidatures. Il y a eu des prises de contact avec différents profils sans qu'une piste ne tienne véritablement la route à l'heure actuelle. Donc le président de la fédération, Walid Sadi, qui est arrivé l'année dernière et qui doit terminer le mandat de son prédécesseur jusqu'en 2025, préfère vraiment se donner le temps de la réflexion afin de faire le bon choix, parce que les échéances arrivent vite. C'est les éliminatoires de la Coupe du Monde, la CAN au Maroc qui arrive d'ici 1 an, voire plus, en fonction du calendrier qui sera convenu entre la CAF et la FIFA. Donc les noms qui circulent, je dirais, occupent l'espace-temps actuellement en Algérie, plus que ne donnent la véritable suite de ce que va devenir la sélection. Alors, on va demander à Mamad, justement, qui nous a appelé supporter algérien sur RMC. Salut Mamad. Salut les gars, ça va? Ouais, ça va et toi? Alors, est-ce que déjà tu arrives à regarder cette CAN encore malgré la déception là? Bah franchement, moi je suis algérien et malien. Ah bon, coup, double mauvaise nouvelle, c'est fini. Oui, c'est compliqué pour moi. Donc c'est fini pour les deux. Bon, alors côté algérien en tout cas. En ce qui concerne l'Algérie. Ouais. Déjà tu rêves de qui sur le banc, Mamad? Parce que là on t'a parlé de Casoni, Halilhodžić, Sampaoli, Marcel Koller. Quel est le nom qui te fait le plus vibrer?
Non, bah là, le nom, c'est clair, qui me fait le plus vibrer, c'est Sampaoli. Voilà, avec Sampaoli, c'est pas la République des copains. Ça, c'est clair et net. Il va mettre tout le monde au travail. Mais je pense que c'est bien que la Fédé prenne un petit peu le temps. Parce que je trouve qu'elle a perdu beaucoup de temps avec Belmadi. Parce que je pense qu'après la non-qualification face au Cameroun, déjà, il y avait les prémices d'échecs à venir. Mais bon. Ouais, Moi, je pour toi, à pense tête que, reposée, Mamad, le bilan est négatif pour Belmadi, si je comprends bien. Le bilan, franchement, il arrive, ok, il gagne il gagne la CAN 2019. Bon, il la gagne pas haut la main, mais bon, le principal, c'est qu'il ait gagné. Mais après, rien que sur son attitude, mais il a une attitude de racaille, je sais pas moi, au bord du terrain, quand on le regarde. Mais comment tu veux insuffler quoi à tes joueurs, en fait? Mis à part leur dire, oui, il y a la VAR, il y a la VAR, il y a la VAR. Mais c'est bon, ça devient risible et ça devient un sketch. Ouais, Sébastien, Donc, je te vois souffler, t'es pas d'accord là franchement, avec en disant Non, c'est Belmadi, pas- racaille. C'est pas que je suis. C'est pas ça. Je sais très bien ce que les gens ils disent et ce qu'ils voient. À un moment donné, quand une racaille, si je dis on a pris une racaille, je pense que pourquoi vous envoyez à Belmadi? C'est celui qui l'a engagé. C'est celui engagé. Si justement t'engages une Ah racaille, oui, attends. tu vois ce que je veux dire? C'est pas celui. En fait, la racaille en elle-même, si c'est une racaille, comme on dit, bah c'est une racaille. Si c'est un gentil, c'est un gentil. Peu importe. Et ça, je trouve que c'est très péjoratif de mettre ces genres de super. Même Non, pas c'est le comportement. Oui, je comprends, mais je vois très bien de quoi on parle. Je sais très bien de quoi on parle. Mais à un moment donné, il faut vraiment remettre les choses dans leur contexte. Ce côté sanguinaire qu'on aime, que les Algériens aiment bien avoir, ça plaît à un moment donné parce qu'on dit que c'est un entraîneur local, c'est un Algérien. Aujourd'hui, on parle de nom. Moi, la question que je voulais poser, que ce soit à Mamad ou à Mohamed, c'est que est-ce que vous allez repartir, vous voulez un entraîneur qui est étranger, quitte à perdre, entre guillemets, l'essence de ce que c'est que l'Algérie, que d'avoir l'Algérie vraiment dans le cœur pour un entraîneur étranger, parce que ce côté racaille, ça a servi pour, entre guillemets, pour donner du baume au cœur aux joueurs, pour leur apporter cette rage qui leur a permis de gagner certains matchs et de se sentir, entre guillemets, entre eux, fort algériens. Mohamed Bradji, journaliste algérien, réponds-nous. Pardon Mamad, attends, on va écouter Mohamed juste avant, justement, sur le côté algérien ou entraîneur étranger. Est-ce qu'il y a déjà une préférence du côté de la Fédé? Alors, j'ai écouté les mots de Mamad, je suis d'accord. Je suis pas d'accord sur le mot racaille, c'est vraiment excessif. Mais je vois ce que veut dire notre ami Mamad, c'est que les signaux donnés par Jamel Belmadi en bord terrain étaient mauvais. Et le conditionnement psychologique et mental des joueurs depuis 2 ans n'est pas bon, n'est vraiment pas bon. C'est-à-dire que moi, je me souviens en après-match face à la Mauritanie, lorsqu'on a interviewé les joueurs mauritaniens en zone mixte, et ils nous expliquaient que les mots d'Amir Abdou avant le match étaient d'insister sur la pression psychologique subie par les Algériens et leur mauvais conditionnement qui peut les amener à déjouer. C'est typiquement ce qui s'est passé. Et les signaux donnés par Jamel Belmadi depuis quelques temps ne sont pas les bons. Et on voit les joueurs qui sont, pour certains, soit inhibés par la pression, pour d'autres avec qui le message ne passe forcément plus par rapport aux prestations récentes. Et donc, tout ça a mis l'Algérie dans une forme de pression dans une forme de, comment dirais-je, d'enjeu qu'elle s'est mise sur elle-même, de forte pression qu'elle n'a pas su supporter. Et quand tu veux avoir un entraîneur caractériel, un entraîneur qui a une certaine personnalité et qui match par rapport au caractère de la population, ça peut marcher sur du court terme. Après, lorsqu'on dit que Jamel Belmadi est un entraîneur local, oui et non. Jamel Belmadi vivait la plupart du temps au Qatar. Il venait au rassemblement quelques jours avant le début et repartait immédiatement après. Il n'y avait pas forcément d'emprise et de connexion avec le football local. Et c'est dommage, ça lui a joué des tours. Il est passé au début à côté d'un profil comme Mohamed Amin Amoura que Henri apprécie fortement et je sais qu'il le connaît sur le bout des doigts. Mais lorsque Mohamed Amin Amoura émerge dans le championnat algérien, Jamel Belmadi n'en tire pas forcément égard. Et lorsqu'un journaliste l'interroge sur ce profil, il dit oui, mais c'est pas Haller, c'est pas Sébastien Haller.
Manque de peau pour lui, le joueur arrive en Europe et cartonne, il a 16 buts en 18 matchs. Donc c'est ces états de fait-là et le fait aussi d'avoir un manque d'emprise par rapport au football local qui lui a joué des tours. Et il a encore marqué hier d'ailleurs, Mohamed Amoura avec la Saint-Gilloise. Je vais me retourner vers Mamad. Juste pour finir sur ta question, Aurélien, le profil n'est pas tant entraîneur algérien ou entraîneur étranger. Je pense que c'est plus par rapport au projet de jeu et aussi par rapport au vivier dont dispose la sélection sur les prochaines échéances. Donc il va falloir aussi que l'entraîneur s'adapte à ce vivier-là et aussi s'adapte par rapport aux conditions. Vaïd El-Lodzi, qui avait obligation dans son contrat de passer 3 semaines en Algérie par mois, il le faisait. Ça peut totalement être imposé à un sélectionneur étranger. Si c'est un coach local, faudra voir dans le vivier quels sont les entraîneurs qui sont disponibles sur le marché. Et Mamad, je vais me retourner vers toi, mais on va passer sur la génération des joueurs, si tu veux bien, pour qu'on avance un petit peu. Est-ce que pour toi, il faut se séparer de Mahrez, Slimani, des joueurs comme Aïssa Mandi également, donner un coup de balai? Franchement, oui. À un moment donné, il va falloir vraiment se séparer. Pas tous les cadres, parce que ça serait une erreur. Mais vraiment, il y a des joueurs qui, franchement, n'ont plus les cannes. Qui, pour toi Aïssa Mendy, par exemple, je trouve que voilà, quoi, il est maintenant limité. Mahrez, à un moment donné, il joue au Qatar. En Arabie Saoudite. Voir que la CAN, en Arabie Saoudite plutôt, il faut savoir que voilà, le rythme, il est intense. Il a plus la tête en fait, parce que là, certains joueurs sont vraiment atteints psychologiquement par cette élimination, et donc à un moment donné, il faut les libérer. Il a plus la tête ou il a plus les jambes? Les jambes et la tête, mais quand t'as plus la tête, les jambes et la tête vont ensemble. Non, la psychologie et le mental. Mais voilà. Et pour revenir au mot racaille, en fait, c'est pas le mot, c'est pas un mot bien choisi, mais en tout cas, ça veut pas dire qu'il dit à ses joueurs de se battre et que le côté très excessif de Djamel Belmadi, à un moment donné, ça c'est limite. Ah là, je préfère tu ça. gagnes la CAN comme ça. Ça, je préfère. Tu gagnes la CAN, il n'y a pas de problème. Mais après, ce côté excessif, jusqu'à en vouloir à ces journalistes, à des journalistes qui font simplement leur métier, en leur disant, toi, regarde comment t'es physiquement, t'as jamais joué au ballon. Il a débordé un petit peu. Il a débordé. Voilà, tu vois, Mamad, là, le poids des mots, il est important. Un arbitre. Ouais, mais le poids des mots, il est important quand vous parlez. C'est important. Il est très important. Par contre, ce que dit Mamad par rapport à l'anecdote du journaliste, il l'a vraiment dit en conférence de presse. Non, mais oui, le journaliste, on est d'accord. À la fin, il était vraiment pas bien. Scandaleux. Ouais, mais ça on est d'accord. Mais choisissez bien, franchement, comme lui, il doit bien choisir ses mots. Quand vous choisissez bien vos mots, c'est important parce que moi, je viens du 9-3, on m'appelle une KRA, pas du tout. Mais tu peux avoir des comportements excessifs quand tu vous dites ça. Je suis d'accord. C'est ça qui est important. Et je pense que les gens, il faut qu'ils mettent le doigt sur ce qui est. Le comportement excessif, c'est jamais bon. Tous les excès, ils sont pas bons. Donc là, il a fait preuve d'excès. Ce comportement, ses paroles, etc. Oui, à ce niveau-là, c'est au détriment de ce qu'une sélection elle doit demander et c'est au détriment de ce que le pays veut représenter. Peu importe qu'on soit un pays avec beaucoup d'engagement, pas. Donc c'est juste ça que moi je voulais rétablir, c'est tout. Le reste, je suis d'accord. Bon, les gars, on va devoir s'arrêter là sur l'Algérie. Pour en revenir à la question. Vas-y, Mamad, très rapidement. Une dernière chose. En fait, il faut vraiment un entraîneur qui arrive avec une identité de jeu et qui parle football en conférence de presse, qui nous parle football, qui nous parle stratégie, qui nous parle voilà. Un entraîneur qui arrive. On va voir le choix de la Fédé, Mamad. On va voir le choix de la Fédé. Un Jorge Sampaoli, pourquoi pas. Ça pourrait te faire rêver. Merci beaucoup à toi, Mamad. Excellente soirée sur RMC. À bientôt, tu nous rappelles quand tu veux. Et merci beaucoup à Mohamed Bradji également, un journaliste spécialiste du foot algérien. Merci beaucoup, Mohamed. Alex Lafitte, le banc algérien. Salut, Mohamed. Ouais, je vous laisse profiter de cette CAN. Profitez bien. Merci, c'est gentil. Encore une semaine. Non, ouais, Alex Lafitte. Merci. Il y a d'autres candidats qui. Ouais, non, c'est encore trop tôt. Ouais. Bon, on va terminer rapidement avec un petit quiz de l'after, comme d'habitude. Allez, une petite question géographie d'abord pour commencer. Il y a 2 pays enclavés en Afrique. Lesquels? Complètement enclavés. Il y a la Gambie. Ouais, ça va être pour Henri, ça. Bah oui. Et les Swatini. Non, l'autre. Les Autos.
Exactement, ouais, le Lesotho et la Gambie. On a parlé de Ronwen Williams, le gardien sud-africain. Est-ce que vous vous souvenez du gardien sud-africain à la Coupe du Monde 98? Ah ouais. Ça va être compliqué. Franchement. Il était blanc, Ah ouais. blond, Blond. Hans Vonk. Bon, voilà. Point. Pourquoi pas. Ademola Lookman, le meilleur Ouais. buteur sud-africain, Non, nigérian, pardon. Ah ouais. Il est à l'Atalanta aujourd'hui. Est-ce que vous pouvez me citer un club auparavant dans sa carrière? Oh bah oui, facile ça. Everton. Et ben voilà, magnifique. Et on va terminer avec la classique du quiz de l'after. Mais là, pour Henri, ça va être du gâteau. La finale 2000, Nigeria-Cameroun. Qui était sur la pelouse? On va commencer par Alexandre. Titulaire ou entrant? Oh quand même, arrête. Au moins un. Au moins un, facile. Président de la Fédé camerounaise. Bah oui. Ah. Eto'o, ça marche. Bah, le capitaine. Ah ben vas-y. Le capitaine de sélectionneur. Rigobert Song. Bah oui. Allez, ça passe. Mboma. Mboma. Alex. Nigeria ou Cameroun, hein? Ah oui. Ouais. Non mais c'est bien, vous savez, on fait Cameroun d'abord, vous avez compris. Alors, c'est bien. alors t'avais 2 ans, toi, Ouais, pour la 3 CAN ans. 2000. Eh oui, Ah, faut pas- c'est ça aussi. C'est dur pour lui. Eh oui, c'est le dur plus pour jeune lui. entraîneur français. Ouais. Bon, tu passes Ouais, on va ton passer. tour. Ouais, c'est spécial. Sébastien. JJ. JJ Okocha. Jérémy Nzitap. Jérémy Njitap, c'est bon. Bah, Carlos Kameni. C'est pas Carlos Kameni. Ah, c'est Alioum Boukar. Alioum Boukar. C'est Alioum Boukar qui est dans les buts. Encore une victoire du très grand Henri Akono. Je continue. Vas-y, Ouais, fais-toi continue, plaisir. vas-y. T'enchaînes. Taribo West. Oui. Tu as quand même Sando Lycée, Oui, Adepoju. oui. Babangida. Babangida n'était pas là. Il rentre, Euh, il rentre. Il rentre, ça marche. Lorraine Etamemayer. Oui, Un joueur comme Raymond Kala. oui. Womeleng. Il Oui, a- si. Super Womé. Pierre Romélé. Pierre Womé, il est là. Bien ouais, sûr, ouais. Le gardien nigérien, il s'appelle comment déjà Bon, allez, t'as gagné Henri, on va devoir se quitter. De toute façon, c'était Pierre Rufai. Ike Chorunmu. Ok. Bon, sinon, il y avait du Marc-Vivien Foé, du Salomon Olembe, du Godwin Okpara, Georges Finidi côté nigérian. Bon, merci beaucoup d'avoir été avec nous sur RMC jusqu'à tard dans la nuit, 2h30 du matin. On se retrouve demain, évidemment. Et puis, on va attendre avec impatience les demi-finales RDC, Côte d'Ivoire, mercredi. Également Nigeria, Afrique du Sud. Et justement, artiste nigérian, on va se quitter avec du Burna Boy, la superstar nigériane. C'est la pub sur RMC. En attendant, lâchez vos commentaires dans le chat. C'est la pub sur RMC. En attendant, lâchez vos commentaires dans le chat.